Je peux citer à titre d'exemple l'appel à projet bâtiment responsable, actuellement en ligne jusqu'au 7 décembre, et l'appel à projet Acacia, amélioration de la qualité de l'air, comprendre, innover et agir, dont la prochaine édition est prévue à l'été 2024. Par ailleurs, dans un contexte où le volume des rénovations énergétiques augmente, les travaux générés représentent des opportunités de mieux intégrer les enjeux de la qualité de l'air intérieur. Il est nécessaire de faire monter en compétence la filière professionnelle du bâtiment, ainsi que les métiers de l'accompagnement des travaux, comme les conseillers France Rénov'. Pour revenir à cette étude ethnosociologique cofinancée ADEME Leroy Merlin, et qui va vous être présentée par Gaëtan Brispierre, Mathilde Pouget, sociologue, et Claire-Sophie Codevez, experte qualité de l'air chez Medieco, je tiens à signaler l'importance pour nous de l'éclairage qu'elle apporte sur la perception et le comportement des occupants dans leur espace de vie. Elle nous permet de formuler des recommandations pour mettre en place des dispositifs favorisant l'adoption des bonnes pratiques. Et elle renforce le principe que pour améliorer la qualité de l'air, l'occupant doit être au cœur de la transition énergétique. Et je passe la parole à Denis Bernardet de Leroy Merlin, qui fut cofinanceur de cette étude. Merci Souad et bonjour à tous. Je vais quand même faire le détour par la définition de Leroy Merlin Source, parce que ce n'est pas forcément encore évident pour tout le monde. C'est un réseau de recherche qui a été créé par Leroy Merlin depuis 2005, réseau de recherche essentiellement en sciences humaines, et on s'efforce de travailler potentiellement tous les sujets de l'habitat et des modes d'habiter, et de manière très systématique par le prisme des habitants, les comportements, les usages, les représentations. Ici, on verra que les représentations ont des rôles très très importants dans nos manières de faire, dans nos habitats. Voilà, donc sur cette question de la qualité de l'air, il y a énormément de choses qui sont faites, notamment par l'ADEME, mais là on est vraiment, pour ce qui nous concerne, au cœur de nos manières de faire, c'est-à-dire d'aller auprès des habitants, au plus près, pour approcher la réalité de ce qu'ils font dans leur logement. Je voulais aussi dire que le partenariat avec l'ADEME, c'est une affaire de longue haleine, parce qu'on a commencé à travailler ensemble depuis plus de 10 ans, et quand je fais les comptes, on en est à notre 6e partenariat de recherche sur le travail qu'on vous présente ce matin. Avec le service bâtiment, le plus souvent, nous travaillons avec Cécile Grassi, qui a été citée tout à l'heure, et je suis ravi pour l'occasion qu'on ait aussi fait des liens avec le service qualité de l'air, avec Souad et puis avec Chantal Derken, qui était à nos côtés sur ce travail. Voilà, sans rien spoiler, parce que ça va venir très vite, il y a une dimension vraiment inédite pour nous dans cette recherche-là, qui est une recherche terrain, comme j'ai commencé à en dire 2 mots chez des habitants, mais qui est aussi une recherche-action sur de l'accompagnement qui débouche sur des recommandations. Et voilà, c'est important pour nous, c'est important vis-à-vis de l'interne de Leroy Merlin pour amener du matériau, et puis pour tous les acteurs de l'habitat qui peuvent suivre nos travaux et puis les travaux de l'ADEME. Je le dis comme ça, c'est fait, tout ce qu'on porte et finance en recherche est publié sur le petit site de Leroy Merlin Source, donc toute la documentation est à disposition de qui on veut. Voilà, je ne fais pas plus long parce qu'on a très envie d'écouter l'équipe de recherche sur cette présentation. Merci. Merci Denis et Souad. Merci pour le soutien de l'ADEME et de Leroy Merlin Source dans cette étude qu'on est ravis de vous présenter en équipe. C'est le fruit de 2 ans de travail qui ont été vraiment très stimulants sur un sujet qui était nouveau pour moi, puisque moi, en tant que sociologue, j'ai surtout travaillé sur les questions d'énergie, d'économie d'énergie. Et donc, voilà, c'était une manière d'aborder un enjeu de santé-environnement qui devient primordial aujourd'hui. Et donc, je suis responsable d'un cabinet de sociologie qui s'appelle GBS. Peut-être Claire-Sophie, 2 mots de présentation. Oui, bonjour à tous. Moi, je rejoins les remerciements de Gaëtan et je suis ravie de vous présenter cette étude aujourd'hui. Moi, je suis Claire-Sophie Codevez, je dirige un bureau d'études qui s'appelle Medieco et nous, on est le côté spécialiste de la qualité de l'air intérieur. Mathilde. Oui. Donc Mathilde Joly-Pouget, responsable d'études sur ce projet. Donc ravie aussi d'avoir partagé cette aventure avec Gaëtan et Claire-Sophie parce que j'ai beaucoup appris et très contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc
peut-être pour commencer, vous dire que les livrables de cette étude sont déjà disponibles et téléchargeables sur les sites Leroy Merlin Sources et ADEME. Donc à la fois le rapport de l'enquête ethnographique, le rapport sur la démarche d'accompagnement et puis une synthèse en une vingtaine de pages illustrées pour les plus pressés. Et il y a également un état de l'art qui a été produit en amont et donc qui porte sur les approches sociologiques qui avaient été menées jusque-là sur la qualité de l'air intérieur. Et ça me permet de préciser que si on a choisi dans ce projet de se centrer sur les pratiques domestiques à l'échelle du foyer, parce que vous allez voir que les habitants ont des vraies marges de manœuvre, l'état de l'art avait bien montré que pour améliorer la qualité de l'air intérieur, évidemment, ça ne repose pas uniquement sur les pratiques des individus, et il faut avoir une approche systémique, à la fois dans l'adaptation des politiques publiques, dans le fait qu'il y ait une offre de produits sains qui soit à disposition des habitants, et puis dans l'évolution des postures professionnelles. Mais c'est vrai que dans ce projet-là, on a choisi de travailler à hauteur d'habitants. Alors, comment on va fonctionner? Donc, on va d'abord vous présenter les résultats en termes de recherche. Donc, une première présentation d'une trentaine de minutes. On aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la section questions-réponses, hein, disait Olivia tout à l'heure. Et puis ensuite, on vous présentera les résultats plus en termes d'innovation, donc avec cette démarche d'accompagnement des habitants qu'on a expérimenté, et à nouveau un temps de questions-réponses, avant de finir sur une discussion conclusive qui sera animée par Denis. Alors, on commence sans plus tarder cette présentation, donc, qui sera illustrée par des photos qu'on a prises sur le terrain, une présentation qu'on va faire en binôme avec Mathilde, et puis Claire-Sophie réagira aussi à plusieurs reprises durant cette présentation. Alors, l'objectif qu'on avait dans cette recherche, c'est vraiment de comprendre le rapport que les habitants entretiennent avec la qualité de l'air intérieur de leur logement pour analyser finalement les conditions sociales et culturelles de son amélioration. Et donc, on a mené une enquête ethnographique qu'on a combinée à une démarche d'accompagnement. Et donc, vous l'avez compris, cette démarche d'accompagnement, on va la présenter dans un second temps. Mais c'est bien avec les mêmes ménages qu'elle a été conduite. Des ménages qui ne sont pas monsieur et madame tout le monde, des ménages qu'on a qualifiés de réflexifs sur la qualité de l'air intérieur. Donc, on les a sélectionnés parce qu'ils avaient une action, ou parfois plusieurs, en lien avec la qualité de l'air intérieur. Alors, ça pouvait être des choses assez légères, par exemple avoir utilisé une peinture non toxique, mais ça pouvait être des choses plus impliquantes, comme le fait d'avoir installer une VMC dans le cadre d'une rénovation ou encore d'utiliser un capteur de qualité de l'air. C'est des ménages qui sont diversifiés sur le plan socio-démographique et du logement, même si on avait une très grande majorité de propriétaires, une seule locataire. On les a recrutés via un cabinet spécialisé, mais on a également eu l'aide des ALEC de Grenoble et de Lyon pour les ménages qui avaient emprunté des capteurs de qualité de l'air. Donc je remercie ces ALEC. Sur la méthodologie de recueil des données, on a donc combiné visite à domicile et suivi numérique. Sur la visite à domicile, on a mené un entretien approfondi d'une heure avec les ménages, puis une visite d'une demi-heure du logement où on passait de pièce en pièce avec eux et on leur demandait de nous expliquer finalement dans chaque pièce les pratiques et les objets en lien avec la qualité de l'air intérieur. On a également pu observer les phases de conseil dans le cadre de la démarche d'accompagnement, et puis le groupe WhatsApp, on vous expliquera un petit peu plus, mais il y a eu des échanges sur un groupe WhatsApp, et donc on a analysé ça, et tout ça a permis de constituer un fond photographique qu'on utilise dans les rapports et dans cette présentation, et qui est intéressant évidemment parce que le sujet de la qualité de l'air est
est finalement assez invisible, insensible, et donc c'était intéressant de pouvoir l'illustrer. Alors, on va découper cette présentation en cinq parties. On verra d'abord des portraits emblématiques d'habitants face à la qualité de l'air intérieur. On verra qu'il existe une culture populaire de la qualité de l'air, puis on passera aux pratiques, celles de renouvellement d'air d'abord, puis celles qui créent des émissions de polluants dans le logement. Et puis on verra des stratégies que mettent en place les habitants pour améliorer leur air intérieur, notamment en termes d'investissement et de travaux. Et je passe donc la parole à Mathilde pour cette premier point. Donc, on va vous présenter d'abord les 5 portraits d'habitants qu'on a identifiés face à la qualité de l'air intérieur. Donc, ces portraits, c'est des portraits types qui sont basés sur les enquêtés qu'on a rencontrés. Donc, le premier portrait, c'est celui de l'insouciant. Donc, pour l'insouciant, la qualité de l'air intérieur, ce n'est pas une préoccupation parce qu'il n'a pas vraiment conscience que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et on note une utilisation assez prononcée de parfums d'ambiance, bougies, désodorisants, etc. Il n'a pas vraiment conscience du fonctionnement de son système de ventilation. Et quand on note un nettoyage, par exemple des bouches d'aération, c'est plutôt lié à la dimension de ménage qu'à la dimension de qualité de l'air. Ensuite, on a le portrait du maniaque. Donc, le maniaque, c'est, comme vous en doutez, c'est lui qui veut avoir une maison saine, c'est-à-dire une maison désinfectée. Donc là, on est dans une idée de purification. Et comme vous pouvez voir sur la photo, c'est des gens qui vont utiliser beaucoup de produits, et notamment des produits polluants qui sont considérés comme efficaces. Donc, on note des pratiques contre-productives, comme on a vu chez quelqu'un, une dame qui nettoyait son parquet tous les jours avec un produit qui émettait des polluants, alors que ses enfants étaient en bas âge, donc plutôt près du sol, et asthmatiques et sensibles des poumons. Mais par contre, pour le maniaque, on note aussi une bonne pratique qui est celle de l'aération fréquente, parce que pour lui, la purification du logement va aussi avec l'aération. Ensuite, on passe au copropriétaire. Donc, le copropriétaire, pour lui, la ventilation, c'est une partie commune qui peut poser des problèmes, notamment le bruit, par exemple. Donc, il peut y avoir des souhaits de vouloir changer son système de ventilation. Mais en copropriété, comme vous le savez, il y a une inertie collective importante, c'est-à-dire que c'est compliqué de faire voter un changement en AG, et notamment sur la ventilation. Donc, il va développer des stratégies en fait personnelles, comme obstruer des bouches s'il estime que ça fait trop de bruit ou que c'est trop froid, ou bricoler. On a vu quelqu'un qui bricolait un clapet anti-retour chez lui. C'est la photo que vous avez là à l'écran. Ensuite, on a le cohabitant. Donc, le cohabitant, c'est le colocataire, mais c'est plus généralement les gens qui cohabitent en fait dans un logement. Donc là, on note que par rapport à la QAI, c'est plus une addition d'habitude que des règles communes, c'est-à-dire que chacun fait un peu à sa sauce dans son espace. Les marges de manœuvre sont limitées parce qu'il y a toujours besoin de négocier collectivement les nouvelles règles. On a vu notamment un habitant en colocation qui avait installé une nouvelle ventilation et dont les règles étaient encore floues parce que ça n'avait pas été discuté en commun. Et enfin, le dernier portrait, c'est le rénovateur. Donc, c'est celui qui fait des travaux. Donc, pour lui, la qualité de l'air intérieur, c'est un aspect parmi d'autres dans les travaux. Et il va faire un arbitrage en fonction d'autres contraintes, comme le budget, le temps, etc. Et il peut faire des choix qui peuvent être néfastes pour la QAI. On a vu l'exemple chez quelqu'un qui a voulu créer un puits canadien. Donc, l'idée était bonne. Il voulait faire remonter l'air frais de son sous-sol, sauf que dans son sous-sol, et vous le voyez là, il y avait un entrepôt de bois et de produits polluants. Donc, en fait, il faisait remonter de l'air pollué dans sa maison. Donc, comme disait Gaëtan, ce qu'on observe quand on va voir les habitants, c'est qu'il y a personne n'emploie le mot qualité de l'air intérieur, mais il y a quand même une culture populaire de la qualité de l'air intérieur qui est basée sur beaucoup de représentations. La première, c'est qu'on observe souvent une perception sensible de la QAI, donc une genre d'évaluation subjective. Le premier aspect, c'est la perception des odeurs. Donc, ça va à la fois favoriser l'aération pour éliminer les mauvaises odeurs, mais ça va aussi encourager l'utilisation de produits
Donc ça, c'est plutôt lié au marketing olfactif, c'est-à-dire qu'une maison doit sentir bon, et donc on va utiliser des produits pour que voilà, ce soit agréable à la maison. Ensuite, une autre perception, c'est l'humidité, et notamment les manifestations visibles, donc la moisissure. Donc, on a des habitants qui ont des craintes de dégradation du logement, notamment dans des salles de bain, et une crainte pour la santé aussi. On avait une habitante qui avait des enfants asthmatiques, et donc qui s'inquiétait beaucoup de son logement humide et qui ventilait plutôt fréquemment. Donc ça, c'est une sensibilité qui va pousser à l'aération. Et enfin, un dernier signe, c'est la chaleur, que les habitants perçoivent comme souvent un signe de dégradation de la qualité de l'air intérieur. C'est ce qu'on appelle en fait le confinement du logement. Donc c'est quand une pièce n'est pas suffisamment aérée et qu'on a l'impression un peu d'étouffer, et que les habitants vont appeler un air qui fait mal à la tête. Et ça, encore une fois, ça va donner envie d'aérer. On observe aussi que la qualité de l'air intérieur, elle est liée aux fonctions symboliques du chez-soi, c'est-à-dire ce qu'on met derrière la fonction de son logement. Donc, on a identifié 4 imaginaires de la maison, et donc on a fait le lien avec la qualité de l'air intérieur. Donc, il y en a 3 qui ont un effet plutôt néfaste sur la QAI. Le premier, c'est la maison refuge. Donc, la maison refuge, c'est celle qui protège de l'extérieur, qui protège de l'air pollué. Donc, on va plutôt limiter l'aération. Le deuxième imaginaire, c'est la maison qui accueille. Donc, c'est un lieu de réception, ça doit sentir bon. Donc là, il va y avoir une utilisation de produits d'ambiance, de bougies. On a eu le cas quand on allait chez des habitants, justement, ils mettaient des bougies spécialement pour quand on allait venir. Ensuite, la maison aseptisée, donc c'est le troisième imaginaire et qui a un lien plutôt néfaste sur la QAI. Donc c'est encore une fois la maison débarrassée de tout microbe, et on va utiliser beaucoup de produits chimiques, et également favoriser les meubles neufs qui vont avoir tendance à émettre du COV, des COV. Et enfin, le dernier imaginaire qui lui est plutôt favorable à la qualité de l'air intérieur, c'est la maison courant d'air. Donc c'est un peu un refus de la maison étanche. Une maison saine, c'est une maison qui respire. Donc, il y a une tendance à aérer énormément la maison. Mais cet imaginaire est en tension avec les économies d'énergie, puisqu'il y a voilà, ça fait baisser forcément la température intérieure. Ensuite, l'attention à la QAI, donc, elle est aussi construite par le parcours des enquêtés, donc ce qu'ils vivent, en fait, ce qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc, on note déjà les différentes entrées pour se sensibiliser au sujet. La première, c'est les problèmes de santé dans la famille. Donc, on l'a dit, il y avait des enquêtés avec des enfants asthmatiques notamment. Donc ça va forcément pousser à s'intéresser au sujet. Par contre, on a remarqué que le lien entre allergie, ça peut être pollen ou autre, et la QAI était beaucoup moins évident. Les gens faisaient moins le rapprochement. Ensuite, une deuxième entrée, c'est la culture professionnelle. Donc, on a eu dans notre échantillon un consultant en développement durable, une dame qui travaillait à l'Agence régionale de la santé, une naturopathe. Voilà. Donc, il y avait des gens qui pouvaient baigner un peu dans le sujet, mais on a remarqué que c'était quelque chose qui était assez inconscient, puisque le lien avec le sujet était fait plutôt après relance de notre part. Et enfin, une dernière entrée, c'est une approche par la transition écologique. Donc là, c'est le fait d'être dans une dynamique de changement de mode de vie, donc acheter d'occasion, à se diriger vers des produits sains qui vont avoir plutôt un effet bénéfique sur la qualité de l'air intérieur. Ensuite, les dynamiques familiales, donc ça, c'est les interactions sociales, voilà, qui vont se nouer autour du sujet, notamment dans la famille d'abord. Donc, on note plusieurs choses sur les dynamiques familiales. Le premier, c'est que souvent, il y a un leader sur le sujet et un suiviste, donc quelqu'un qui connaît un peu plus et qui va mener un peu les pratiques, notamment l'aération, et quelqu'un qui va suivre. Souvent, le sujet, le leader, on a noté que c'était une femme. Ensuite, une autre dynamique à l'intérieur des ménages, c'est la tension entre qualité de l'air intérieur et économie d'énergie, notamment dans les couples. Et autour de l'aération, il y en a souvent un qui est très porté sur l'aération et l'autre qui dit non, attention, ça va faire augmenter le chauffage. Ensuite, un troisième élément au sein des ménages, c'est les enfants. On voit que c'est un puissant moteur puisque les parents sont attentifs à leur santé, donc à la fois ce qu'ils mangent, mais aussi comment ils respirent. Et enfin, l'entourage, donc pas forcément au sein du ménage, mais même l'entourage un peu plus général,
propager des fausses croyances et des cadeaux parfois nocifs. Donc quand on dit cadeaux nocifs, ça peut être des bougies justement parfumées, des parfums d'ambiance, etc., dont il est difficile de se débarrasser parce que c'est justement des cadeaux. Enfin, du côté des professionnels, ce qu'on remarque surtout, c'est des occasions manquées. Donc, lors de travaux, lors d'emménagements dans des logements neufs, il n'y a pas de conseils qui sont donnés sur la qualité de l'air intérieur, contrairement aux économies d'énergie. Donc, on a eu le cas d'enquêtés qui ont emménagé dans des logements neufs et qui ont reçu des guides d'économie d'énergie, mais personne ne leur a expliqué comment fonctionnait la ventilation, par exemple. Ou un autre enquêté qui a installé un poêle à bois et on lui a parlé de l'entretien et des économies d'énergie, mais pas du tout de la qualité de l'air intérieur. Et par contre, d'un autre côté, du côté professionnel, on remarque des conseils par des non-experts. Donc ça peut être un médecin qui n'est pas un expert de la qualité de l'intérieur qui va pousser un ménage à acheter un purificateur d'air pour des problèmes d'asthme d'enfants, ou le cuisiniste qui va, lui, pousser à utiliser la hotte. Donc ça, c'est un effet plutôt bénéfique sur la QAI. Mais voilà, on remarque que les conseils qui sont donnés, finalement, ne sont pas par des experts du sujet. Alors, je prends la suite de Mathilde là, qui nous parlait donc, des attitudes des ménages vis-à-vis de la qualité de l'air et puis de leur représentation. Moi, je vais vous parler des pratiques en lien avec cette qualité de l'air intérieur. Et évidemment, en premier lieu, la question de l'aération. Et ce qu'on a constaté, c'est que le message des pouvoirs publics d'aération quotidienne est plutôt bien intégré par les ménages, avec une aération matinale qui est devenue un rituel. Mais en même temps, on a repéré ce paradoxe qu'elle intervient au moment des pics de circulation automobile et il n'est pas toujours possible de décaler. Il y a sur cette aération une marge de progrès, par contre, sur la deuxième aération qui est recommandée, mais on a vu qu'elle était moins systématisée. Toujours sur l'aération, on voit que dans les pièces humides, elle apparaît plus difficile, alors que c'est là où le besoin est le plus important. On a de plus en plus souvent des aménagements en pièces ouvertes, donc la suite parentale avec la salle de bain dans la chambre, la cuisine ouverte, et donc ça mélange un peu les fonctions des pièces et ça ne facilite pas l'aération. Dans les cuisines, là vous avez en photo cette hotte proéminente, voilà, on voit qu'elles sont omniprésentes dans les logements, mais finalement assez peu utilisées, car souvent perçues comme inefficaces, bruyantes, voire énergivores. Et dans les salles de bain, on a un certain nombre de salles de bain aveugles, et donc là, ça empêche évidemment l'aération. L'aération, il faut aussi garder en tête que c'est une pratique saisonnière. Le terrain, on l'a effectué en saison de chauffe, parce qu'en été, les pratiques d'aération sont moins contraintes par le climat, quoique, avec les canicules, on se protège de plus en plus de la chaleur, mais donc nous on a travaillé sur la période hivernale et donc on voit qu'il y a un certain nombre de restrictions hivernales de l'aération pour conserver la chaleur, mais que ces restrictions elles ont surtout lieu dans des logements déperditifs ou des logements où les habitants n'ont pas vraiment la maîtrise du chauffage. L'autre face du renouvellement de l'air, c'est évidemment la question de la ventilation. Et on parlera de son amélioration plus tard, mais là on va parler des usages, et c'est vrai qu'on a eu pas mal de surprises en arrivant chez les gens, et peut-être Claire-Sophie, tu voulais dire un mot sur ce sujet. Oui, je pense que sur la ventilation, par rapport à toutes les pratiques occupantes qu'on a pu observer, en tout cas, c'est un des sujets qui nous a le plus surpris, c'est cette méconnaissance du renouvellement d'air globalement. Alors, on va différencier la ventilation de l'aération, parce que ouvrir les fenêtres, c'est quelque chose qui paraissait assez évident chez les gens. Par contre, quand on parle du côté ventilation mécanique, on s'est aperçu qu'il y avait des confusions sur les systèmes, et l'un des cas les plus qui nous a le plus marqué, c'est la première photo que vous avez en haut à gauche, où en fait, la personne nous expliquait qu'elle avait une double flux et que cette double flux était, et qu'elle en était très contente, et que le soir, quand elle allait se coucher, elle l'éteignait et qu'elle la remettait en fonctionnement le matin. Donc là, j'ai commencé à me dire que c'était bizarre. Et puis il m'explique qu'il a une télécommande pour l'éteindre et l'allumer, et là, il me montre effectivement, c'était sa PAC. Et donc on s'est bien aperçu que,
certains pensaient avoir certains systèmes de renouvellement d'air tels que la double flux et qu'en fait, c'était pas du tout ça. Et puis ensuite, on leur posait aussi la question, bon bah OK, c'est pas ce type de système, mais est-ce que vous savez chez vous comment est-ce que l'air circule? Par où il rentre, par où il sort et quel est le chemin à l'intérieur de votre logement? Et c'est là que les gens se sont aperçus, au cours de l'entretien qu'il y avait, bah, des petites, ouvertures sur les fenêtres et qu'en fait, l'air du logement rentrait par là. Donc voilà, au niveau du renouvellement d'air, on voit qu'il y a vraiment une méconnaissance et puis peut-être pas un manque d'intérêt, mais on a des systèmes sans savoir exactement à quoi ils servent et quand on n'a pas de système, ben, on ne s'est pas posé la question, comment est-ce que l'air de notre logement était renouvelé? Oui, et donc pour compléter, la quasi-totalité de l'échantillon était équipée d'une VMC, hein, c'est seulement le cas de la moitié des Français. Et Claire-Sophie l'a bien dit, il y a beaucoup de confusion. Les habitants n'ont en fait pas les mots pour décrire la ventilation, ils ne connaissent pas le vocabulaire. Une partie d'entre eux, 3 sur 12, pensaient avoir une double flux, alors qu'en fait c'était une simple flux. Et s'ils ont conscience de l'enjeu de la ventilation, notamment évacuer l'humidité, par contre, ils ont vraiment une vision tronquée du système qui s'arrête pour eux aux bouches d'extraction et ils n'ont pas la vision finalement systémique, voilà, notamment les entrées d'air, le détalonnage des portes, tout ça, c'est des choses qui leur sont étrangers. Ils ont du mal à voir comment vérifier également le fonctionnement de cette ventilation. Et puis, ils ne voient pas bien les marges de manœuvre dont ils disposent sur le système, ce qui ne veut pas dire qu'ils restent passifs, hein, et notamment quand il y a du froid ou du bruit, eh ben, on a des pratiques d'obstruction, donc des pratiques qui vont à l'encontre du bon fonctionnement de la ventilation. Et puis, pour terminer sur l'usage de cette ventilation, il y a la question de l'entretien, qui là tombe dans un sorte de no man's land, de la division genrée des tâches domestiques. Souvent, cet entretien, il s'inscrit dans le cadre du ménage, parce qu'il faut dépoussiérer les bouches, mais on voit qu'il est assez irrégulier et incomplet. Notamment, les entrées d'air ne sont pas dépoussiérées. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une opération assez complexe, qui relève plutôt du bricolage, parce qu'il faut aller en hauteur, là vous voyez la photo de la dame, démonter la bouche, il y a un risque de casse. Bon, au final, on voit que nos habitants, ils sont bien seuls face à cette ventilation qui ne se laisse pas facilement apprivoiser. Du coup, là, on a parlé de ventilation et d'aération parce que quand on parle de qualité de l'air intérieur, la première représentation des habitants, c'est l'aération, c'est-à-dire le geste vraiment d'ouvrir la fenêtre. C'est ça qui vient tout de suite à l'idée. Le système de ventilation, donc comme on vient de le voir, c'est quelque part dans la tête, mais on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, ni même de quel système on est équipé, ni de comment on l'entretient, même si voilà, il y a une vague idée que quand même ça sert à renouveler l'air. Et ensuite, encore derrière ça, il y a les émissions en fait, de polluants. Donc ça, seuls les enquêtés initiés ont vraiment conscience que ça va jouer un rôle sur la qualité de l'air intérieur. Et donc, et encore, ils en ont une conscience partielle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore vraiment très méconnu, l'effet des polluants sur la qualité de l'air intérieur. Et là, on voit toutes les catégories de pratiques que ça regroupe. Donc il y a les parfums d'ambiance, le tabac en intérieur, la cheminée, le bricolage, les choix d'aménagement et les produits, choisir des produits de ménage. Donc, ce qu'on veut dire par ce schéma, c'est qu'il serait intéressant d'insister aussi sur la communication de la dimension préventive de la pollution de l'air intérieur pour limiter les émissions de polluants versus uniquement la vision curative d'ouvrir la fenêtre et de faire marcher le système de ventilation. Donc justement, si on parle de ces émissions de polluants et donc du rôle des habitants dans les émissions de polluants, donc on voit que le choix de produits sains, donc là on va parler surtout des produits de ménage, c'est pas sans obstacle. D'abord parce qu'il y a des pratiques de ménage qui sont vraiment différentes, donc on parlait du profil maniaque tout à l'heure, mais il y a d'autres caractéristiques aussi comme la présence d'enfants en bas âge qui va pousser à faire un ménage plus fréquent. Et on note aussi quelque chose d'assez intéressant quand on leur
parce qu'on fait l'entretien d'abord où on leur demande qu'est-ce qu'ils utilisent, et puis ensuite on fait la visite et on leur demande d'ouvrir le placard. Et souvent, en fait, on se rend compte que dans le placard, il y a beaucoup plus que ce qu'ils nous disent au début en entretien. La javel notamment, ça a bonne réputation, c'est un faux ami parce que ça a un effet sur la qualité de l'air intérieur. Mais il y a une fausse croyance qui est que c'est un produit brut, donc neutre, donc que ça va, quoi. Et c'est utilisé par la quasi-totalité des ménages qu'on a rencontrés, aussi parce que c'est très efficace et que du coup ça en fait un peu un produit incontournable. Donc là, il y a une croyance à déconstruire sur la javel. Et ensuite, sur les produits sains, donc il y a des contraintes qui vont au-delà du budget, c'est-à-dire le fait que des produits bio ou éco-certifiés peuvent coûter un petit peu plus cher. Et ces autres contraintes, c'est l'efficacité perçue. On va se dire qu'un produit bio, il va être moins efficace. Aussi la difficulté à discriminer les produits sains, puisqu'il y a souvent des mentions marketing sur les produits, du genre 100% d'origine naturelle, etc., sur des produits qui sont finalement pas des produits sains. Ensuite, l'héritage familial, on fait un peu comme on a appris ou comme on a vu faire, parce que finalement, le choix de produit, c'est pas quelque chose sur lequel on a envie non plus de passer trop de temps. Et enfin, le Covid a renforcé un peu tout ça, parce qu'il a fait apparaître des nouveaux produits, dont certains sont restés dans les pratiques des ménages. Et ensuite, le deuxième gros facteur d'émission de polluants, c'est les produits d'ambiance et le détachement difficile justement de ces produits d'ambiance. Alors, on a remarqué quand même que le tabac en intérieur était nettement en recul. Il y a très peu d'enquêtés, je crois 2 sur tout notre échantillon, qui disaient qu'occasionnellement, ils pouvaient fumer en intérieur. Et il y a un début de conscience de la toxicité des produits parfumés qui est lié à l'interdiction de certaines bougies, ou voilà, un débat il y a quelques années. Mais c'est quand même une addiction pour certains qui est soutenue par différentes choses, notamment les promotions. Donc on voit des prises qui sont censées purifier l'appartement, qui sont en promotion, hop, ça donne envie d'acheter. Ça peut être des traditions aussi, le spray à neige à Noël sur les fenêtres, la fête des Lumières à Lyon où on va mettre des bougies dans la maison, et lié aussi à des contraintes, notamment l'anti-moustique par exemple, qui est utilisé comme produit parce que installer des moustiquaires sur tous les lits ou toutes les fenêtres, c'est finalement très compliqué. Et on remarque aussi que les habitants font des compromis ou se rassurent avec des compromis en se disant qu'ils en font qu'un usage parcimonieux, donc voilà, j'en utilise, mais pas beaucoup. Et aussi qu'ils utilisent des produits premium, donc c'est-à-dire dont ils ont confiance parce que c'est une marque connue ou c'est une marque qui est reconnue comme plus naturelle que les autres. Voilà, il y avait d'autres pratiques, évidemment, dans le rapport qui sont étudiées autour des émissions de polluants, mais on ne pouvait pas tout détailler ce matin. Là, on va passer aux stratégies des habitants pour améliorer leur qualité de l'air intérieur durablement, donc, ce qui passe par des décisions d'équipement ou des travaux. Et quelque chose qui nous a marqué, c'est cette tentation qui était bien présente chez un certain nombre de ménages, de s'équiper d'un purificateur d'air. Et cette tentation-là, elle s'explique par de multiples prescriptions sociales qui ont cours aujourd'hui sur cet appareil. Donc évidemment, il y a des prescriptions marketing, on pense à Dyson, mais il y a aussi des prescriptions de l'entourage, voire même médicales, quand un médecin de famille conseille l'achat d'un purificateur, alors même que l'effet de ces appareils n'est pas prouvé in vivo. Et en fait, surtout l'usage qui est envisagé par les ménages, quand on leur pose la question, c'est plutôt celui d'un ventilateur ou d'un déshumidificateur. Et sur la qualité de l'air à proprement parler, on voit qu'il a plutôt une fonction symbolique de délégation du problème à la technique. Et on peut le comprendre parce qu'il y a une vraie complexité, on l'a vu, des pratiques à mettre en œuvre pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur. Donc, les ménages, effectivement, sont tentés par cette baguette magique que représente le purificateur d'air. On a étudié aussi les ménages qui avaient utilisé de la peinture non toxique. On voit que c'est une préoccupation assez généralisée. En même temps, ça nécessite que les ménages ne passent pas à côté de la fenêtre de tir de la peinture, qui est une pratique qui reste quand même assez occasionnelle. C'est pas évident pour eux de départager les peintures en fonction de leur toxicité,
parce qu'il y a certes une étiquette réglementaire, mais en fait, sa simple présence rassure les ménages, quelle que soit la note affichée. Donc ceux qui veulent aller plus loin aujourd'hui sur le plan de la santé, ils vont se tourner vers des peintures dites naturelles, donc des peintures bio à base d'algues, de farine à base de minérales, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est moins les professionnels qui les orientent vers ce type de peinture qu'un membre de l'entourage qui dispose d'une compétence dans le bâtiment ou dans l'écologie. Pour les ménages, ça peut représenter un surcoût assez important, pas toujours facile à surmonter. Et donc, on voit une tactique qui consiste à réserver l'usage de cette peinture aux chambres et le reste de l'appartement ou de la maison est fait avec la peinture classique. Et au-delà du choix de la peinture en tant que telle, la préservation de la qualité de l'air intérieur, ça se joue aussi dans la manière d'appliquer la peinture. Autant les habitants ont l'habitude de protéger leur logement avant de peindre, mais pas forcément eux-mêmes, par exemple en portant un masque. Surtout que l'odeur de ces peintures dites naturelles disparaît plus vite, hein, et donc ça donne un sentiment d'innocuité. Autre stratégie étudiée, c'est l'installation d'une ventilation qui va se présenter de manière différente, que ce soit en maison ou en appartement. Et on voit que quand les habitants installent une ventilation en appartement, elle est loin d'avoir un fonctionnement optimal. Déjà, en général, ces travaux-là sont repoussés parce qu'ils ne sont pas considérés comme une priorité par les habitants qui vont plutôt s'orienter vers des travaux dits de confort, type refaire la cuisine. Et dans ce cadre-là, par exemple, on a chez un enquêté une VMC qui dormait dans son carton très gentiment au grenier depuis 3-4 ans, alors que l'habitant avait installé la hotte quasiment tout de suite en commençant ses travaux. Autre point, c'est que les habitants ne se tournent pas forcément vers l'idéal de la qualité de l'air intérieur, qui est la double flux, en fait, avec ses filtres d'air entrant. Pour eux, la double flux, c'est trop complexe à installer seul, c'est trop cher, et donc ils vont plutôt vers de l'hygro-réglable qui leur donne le sentiment d'être au top de la qualité de l'air, alors que c'est discutable d'un point de vue technique. Et puis, on a pu constater de nombreux dysfonctionnements. L'alimentation électrique a été coupée, par exemple, chez un enquêté. Il n'y avait pas toujours d'entrée d'air dans les fenêtres. Et puis, parfois, des bricolages dangereux. Peut-être, Claire-Sophie, tu veux dire un mot de cette photo ? Alors ça, c'est une des photos qui nous a fait le plus parler, ce qui montre quand même beaucoup d'ingéniosité chez les occupants. En fait, on est en maison individuelle, dans une région où la température monte quand même plutôt beaucoup. On est plutôt dans le sud. On était autour de Lyon, donc avec des températures assez importantes l'été. Et en fait, la personne a eu l'idée d'aller. Donc, il avait une maison avec un niveau et puis un sous-sol. Et donc, au premier étage c'était une extension qu'ils avaient réisolée, etc. Ils avaient chaud et il a eu l'idée de tirer des gaines de son sous-sol pour, avec un petit ventilateur qu'il a monté à l'envers pour faire revenir de l'air frais de son sous-sol vers son premier étage. Alors déjà, il fallait du temps pour que ce soit efficace, d'après lui. Et puis surtout, quand on regarde ça avec un œil qualité de l'air intérieur, et ben, là où il prend l'air dans son sous-sol, c'est là où il est en train de faire son bricolage, où il stocke tous ses produits de bricolage et où, juste à côté, il a une ancienne cuve à fioul avec une odeur d'hydrocarbures assez forte. Et en fait, d'une bonne idée de vouloir rafraîchir, finalement, il amène toute la pollution qu'il peut avoir dans son sous-sol au niveau de son premier étage. Voilà, donc on voit que les installations de ventilation faites par les habitants peuvent être assez approximatives. En immeuble, c'est un petit peu différent. Les ventilations sont souvent en place et on voit que les habitants essayent parfois de l'améliorer parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de bruit, Mathilde le disait, mais aussi d'humidité ou parfois de casse. Alors d'abord, ils vont solliciter des professionnels, mais en général, ils n'arrivent pas à obtenir d'intervention satisfaisante. Et donc, ils vont intervenir là aussi eux-mêmes. Et en général, ils vont changer les bouches d'extraction avec des résultats qui vont s'avérer assez limités. Parce que pour avoir un effet, il faudrait intervenir sur l'ensemble du système
à l'intérieur du logement, donc notamment les entrées d'air, le détalonnage des portes, mais aussi chez les voisins, donc ça se complique. Il faudra harmoniser l'ensemble des bouches, et puis même au niveau de l'immeuble, hein, en modernisant l'équipement collectif. Et donc là, évidemment, c'est la question de la décision en copropriété qui peut être décourageante. Dernière stratégie qu'on a étudiée, c'est les habitants qui empruntent un capteur de qualité de l'air, notamment à des ALEC. Et donc ça, c'est révélateur d'une pratique qui pourrait prendre de l'ampleur, étant donné la démocratisation actuelle des capteurs. Donc, en fait, ces emprunts de capteurs aux ALEC, ils interviennent dans le cadre de conseils sur des travaux de rénovation, auxquels peut parfois s'ajouter une problématique de santé, par exemple la toux d'un enfant survenu après l'emménagement dans un logement. On voit que c'est une démarche assez engageante pour les ménages qui le font. C'est des gens qui ont un souhait d'objectivation par les chiffres, une volonté de mesurer avant-après, d'avoir des preuves. Et sur les 4 ménages qui ont fait cet emprunt, il y en a 2 qui avaient un profil d'ingénieur. La satisfaction qu'ils ont pu retirer de cette expérience d'emprunt de capteur est assez mitigée parce que le protocole de mesure est en fait assez difficile à suivre, ce qui leur donne le sentiment que les résultats ne sont pas valides au final. Et puis la restitution qui pouvait être faite des résultats n'était pas toujours suffisante pour en tirer de véritables enseignements. Donc au final, on voit que les incertitudes persistent, il y a assez peu d'effets sur les pratiques, mais par contre, ça leur donne une impulsion pour aller vers d'autres démarches. Par exemple, il y en a un qui a eu recours à un expert indépendant et d'autres qui ont acheté un capteur ou emprunté une nouvelle fois. Alors, pour conclure sur cette partie ethnographique et avant de passer aux échanges, on voulait vous présenter cet outil. Donc, il y a un outil qui se base sur l'analyse ethnographique, mais qui entend faire le lien avec l'action, et donc est plutôt destiné aux professionnels pour les aider à sortir d'une approche un peu standard et normative des comportements tels qu'on peut avoir dans les guides, et les aider à s'adapter finalement aux habitants en leur permettant de situer l'habitant dans son rapport à la qualité de l'air intérieur. Et donc, vous voyez ce tableau qui est construit autour de 2 axes. Premier axe qui est le niveau de connaissance des habitants sur la qualité de l'air intérieur et les bonnes pratiques qu'ils peuvent avoir. Donc ça suppose une expertise technique pour pouvoir évaluer l'habitant. Donc cet habitant, il peut être profane, c'est-à-dire qu'il a peu ou pas de connaissances, il fait de nombreuses erreurs et il va découvrir le sujet de la qualité de l'air intérieur à l'occasion de cet échange avec le professionnel. Mais il peut être aussi initié, c'est-à-dire qu'il cherche déjà à bien faire, mais il a souvent recours à des compromis. Par exemple, il va faire du feu de bois régulièrement et il souhaite plutôt progresser. Et puis, on a aussi des renseignés, donc on aurait pu les appeler des experts, mais on a réservé ce terme à des professionnels. Donc là, c'est des gens qui ont quand même déjà beaucoup de connaissances et de bonnes pratiques, même s'il y a des fausses notes aussi. Mathilde parlait de la Javel. Donc là, on est plutôt face à des personnes qui sont en attente d'accompagnement sur des travaux ou sur des choix plus engageants comme l'achat de meubles ou la ventilation. Donc un axe niveau de connaissance et bonnes pratiques et un axe, on va dire, situation, marge de manœuvre, pour mieux cerner le potentiel de changement en fonction du type de logement, des moyens financiers. Et donc là, vous voyez que finalement, les ménages, ils vont pouvoir agir sur la consommation, sur les usages, mais aussi sur la ventilation et sur la rénovation. Et évidemment, ces niveaux d'action, ils sont cumulatifs, ils peuvent tout à fait se conjuguer, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les ménages se sentaient d'agir en priorité sur une dimension et pas forcément sur une autre en même temps. Donc voilà un tableau et un outil qui pourrait permettre de faire le lien avec l'action. Et donc là, on en a terminé avec la présentation de la partie ethnographique. Et on peut peut-être répondre à quelques questions s'il y en a. Oui, alors je ne sais pas si pour les questions, je vais en poser. Alors, il y a des questions d'ordre technique. Sur les microcapteurs, ils mesuraient quoi, plus précisément? Les microcapteurs prêtés par les ALEC? Je réponds, Gaëtan? Oui.
Les capteurs prêtés par les ALEC, c'est des petites stations, ça s'appelait des Ramix. Ça mesure les composés organiques volatiles totaux, les particules fines, c'est assez complet, la température, l'humidité et le CO2, le dioxyde de carbone. Et en fait, ce que je vois la question sur pourquoi est-ce que le protocole était considéré complexe, il y avait plusieurs problématiques sur le prêt de capteur. Il y avait déjà la durée de prêt qui permet pas forcément, qui finalement donne une idée de la qualité de l'air dans une pièce, parce qu'il n'y a qu'un capteur, donc il mesure qu'une pièce. Et donc, si on veut faire plusieurs pièces, il faut quand même le garder un certain temps. Et la durée de prêt ne permet pas non plus de faire beaucoup de tests. Idéalement, il faudrait aussi le faire dans des saisons différentes. Et puis l'autre complexité, c'était une fois il recevait toutes les courbes, comme il y a une photo qui le montrait bien, mais sans forcément une analyse poussée derrière en lien avec le logement et la façon de fonctionner du logement. Une autre question sur les hottes aspirantes. Faites-vous une distinction entre celles qui fonctionnent en recyclage et de celles qui évacuent les effluents à l'extérieur? C'est pour toi aussi, Claire-Sophie. Non et en fait, il y a plusieurs questions comme ça sur est-ce que quand, les gens parlent d'une peinture, est-ce qu'on s'intéresse à la réelle toxicité? Nous, on n'était pas là pour, juger si le système ou, le produit utilisé était efficace, pas efficace, on était plus là pour, s'il a utilisé une peinture dite naturelle ou s'il utilise sa hotte, qu'elle soit à recyclage ou à extraction, c'est plus, la posture que l'occupant, utilise face à cet équipement qui nous intéresse que l'efficacité de l'équipement en lui-même. On est vraiment sur, la compréhension des pratiques occupantes. Alors une autre question, y a-t-il des croyances ou des traditions culturelles qui influencent l'utilisation de ces produits, malgré la connaissance des risques potentiels pour la qualité de l'air? Alors, est-ce qu'on parle éventuellement des produits ménagers, effectivement aussi des produits d'ambiance? Oui, je pense à l'encens peut-être. Ouais. Non, Les effectivement, 2, les 2. voilà, je pense aux traditions familiales, voilà, traditions religieuses aussi, en fonction des régions. Donc, voilà, on a effectivement noté cet attachement lié à ces traditions. Et donc, voilà, ça pose des questions sur quelles pratiques adopter. Et les ménages sont souvent amenés à faire des compromis. Donc, voilà, en utiliser moins, mais pas forcément à abandonner complètement l'utilisation de ces produits-là. Ensuite, j'ai 2 observations. Attention, l'aération n'est bénéfique que quand la qualité de l'air extérieur est favorable. Attention aux pics de particules notamment. Oui, on confirme, hein, que l'aération doit se faire en cas de pic de particules, par exemple, doit se faire tôt le matin et tard le soir et c'est combiné avec, l'ozone. Quand il y a des risques, voilà, des dépassements d'ozone, c'est plutôt l'après-midi donc puis comme l'a dit, Gaëtan, quand il fait chaud, de toute façon, il vaut mieux fermer pour garder une certaine fraîcheur. Donc, c'est pareil, hein, donc tôt le matin et tard le soir en évitant, bien entendu, les pics. Souad, si je peux juste, Compléter, pas compléter parce que c'est tout à fait exact. Non, expliquer, notamment un cas justement sur cette partie, d'aération. On voit quelques contradictions entre, les choix de vie des gens et leurs préoccupations environnementales et sanitaires. On a un couple qui vivait en ville, en appartement, qui a décidé parce que justement pour s'éloigner un peu de cette ambiance très urbaine, et avoir, un jardin et donc une maison, a décidé de s'éloigner un petit peu, du centre, très urbain, en restant en périphérie, de Lyon et donc ils ont trouvé une maison, mais une maison juste à côté du périphérique, et du coup, finalement avec, un niveau de pollution de l'air extérieur, plus défavorable que ce qu'ils étaient avant pour justement trouver ce confort, de jardin extérieur et la question avec eux de l'aération s'est vraiment posée. Parce qu'ils se rendaient bien compte que, et de toute façon, ils avaient cette conscience de quand ils ouvraient, finalement, qu'est-ce qu'ils respiraient et qui venait de l'extérieur. Un autre commentaire sur l'efficacité de la double flux. Il y a 2 commentaires sur ce sujet c'est vrai, qui reposent sur une très bonne étanchéité, qui est dure à avoir en rénovation. Voilà. Donc, c'est sur les atouts entre double flux et VMC. Mais la condition d'avoir une double flux, c'est d'avoir une bonne étanchéité.
là, on n'est même pas sur ce sujet-là parce qu'au final, on n'avait pas de double flux. Hein. Bah alors, On parce qu'il y a avait... des messages, voilà, il y a des Ouais, messages non, sur, non, mais c'est sur ce intéressant, mais sujet. sur la double flux, moi, ce qui m'a un peu... c'est qu'on a quand même 4 ménages qui ont été choisis parce qu'ils avaient fait une rénovation et installé un système de ventilation mécanique. Sur ces 4 ménages, 3, comme disait Gaëtan, qui ont déclaré avoir une double flux et qui finalement n'avaient pas de double flux. Donc, on n'est vraiment pas, c'est pas une étude sur l'efficacité Oui, des oui, oui. systèmes, Il y a mais une- sur la compréhension. La double flux représente un peu un idéal technique aujourd'hui. Elle peut être présente dans les magazines de maisons, de bricolage, etc. Donc les ménages connaissent, enfin certains ménages connaissent le nom. Et voilà, dans une maison neuve ou récente, vous pouvez avoir le sentiment d'être équipé du top de ce qui existe, quoi. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'hydro-réglable. Pourquoi on avait dit que c'était pas forcément le top au niveau de la qualité de l'air intérieur. Effectivement, ça vient plutôt de recherches techniques qui ont été faites par ailleurs. Enfin, je pense à Perfilmine, notamment Claire Sophie, où voilà, ça montrait que parfois le débit de renouvellement d'air était pas suffisant, notamment dans des logements performants et donc très isolés. Je voulais, si vous voulez bien, intervenir sur 2 choses, un point particulier, parce que j'ai vu passer la question sur le recrutement des enquêtés. Donc, un tiers de l'échantillon, 4 ménages, avait été recruté par l'intermédiaire d'agences locales de l'énergie, hein, vous l'avez dit. C'était pour pointer que sur les 8 autres ménages, on est passé par un cabinet de recrutement. Ça, c'est un petit élément de méthode. Ça a un coût marginal, mais ça a un coût de passer par un cabinet de recrutement. Mais ça a une très grande vertu, c'est que ça nous fait passer par des canaux extérieurs, donc on ne recrute pas dans nos environnements personnels. Ça nous évite tous les biais de recrutement par nos canaux personnels, et ça permet de toucher des gens de territoires, de niveaux socioculturels et professionnels différents. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement sur des recherches de ce type-là. C'est pour ça que c'était l'occasion de le pointer. Parce que alors ce sont des cabinets qui, en général, travaillent pour des études de marché ou des études marketing, mais ils sont aussi efficaces, dans notre cas, pour recruter sur de la recherche, une fois qu'on leur a bien fait comprendre ce qu'on faisait et quels sont nos critères. La deuxième remarque que je voulais faire, elle est beaucoup plus générale, elle est par comparaison. Parce qu'on a une recherche en cours sur le confort d'été auprès d'habitants qui vivent sans climatisation. Et il est frappant pour moi de constater que sur cette histoire de confort d'été, il y a une véritable expertise d'usage. Et là, pour le coup, l'expression n'est pas galvaudée. Quels que soient les types de logements, quelles que soient les personnes qu'on rencontre, avoir trop chaud, le comprendre avec le bâtiment et trouver des marges de manœuvre. Chez tous les gens qu'on a enquêtés, on trouve une expertise d'usage. Ils ont là non plus, ils n'ont pas le vocabulaire technique. Les gens ne parlent pas d'inertie thermique, mais ils comprennent bien qu'il y en a une et ils se trouvent des marges de manœuvre pour agir, pour avoir moins chaud. Je referme cette parenthèse, mais c'était pour dire en comparaison, quand vous décrivez tout ce que vous décrivez sur nos méconnaissances, nos mésusages, on voit bien que sur cette question de la qualité de l'air, il y a des bonnes volontés, vous l'avez bien dit, mais pour le coup, il me semble que globalement, il n'y a pas une expertise d'usage. Le sujet est sans doute plus mystérieux que avoir chaud, avoir froid et savoir comment on s'en débrouille dans son logement. C'était simplement pour pointer cette chose un peu plus générale. Alors même on s'est tourné vers des ménages qui avaient déjà fait un pas dans la direction d'une amélioration de la qualité de l'air. Et du coup, ça me permet de rebondir sur certaines questions autour de ce choix d'échantillonnage. Donc notamment, j'ai vu passer le terme échantillon représentatif. Donc là, c'est pas la manière dont on construit un échantillon, puisqu'on est dans une enquête qualitative, donc sur un petit nombre de ménages. On ne cherche pas à être représentatif de la population française, ce serait tout simplement impossible, mais on cherche à aller voir des ménages qui ont une expérience minimale du sujet, ce qui va permettre avec eux d'approfondir ce sujet-là, tout en gardant une diversité, hein, on l'a dit, type de logement, niveau socio-démographique.
Est-ce qu'on prend une ou deux dernières questions avant de passer à la seconde partie? Oui, on peut, oui. Il en reste? Il en reste? Il en reste, oui. On en a une, par exemple, sur, où on nous il est fait remarquer que les habitants rencontrés sont des personnes un peu avancées, qui ont déjà fait quelque chose sur la qualité de l'air intérieur, et leur niveau de connaissance, de compréhension des enjeux de la qualité de l'air intérieur reste flou. Et du coup, la question, c'est comment savoir ce qu'il en est pour les ménages encore moins renseignés? Oui, bah ça renvoie un peu à ce que je viens de dire sur notre choix d'échantillonnage. On ne peut pas vraiment répondre à la question dans le cadre de cette étude-là, mais il y a un certain nombre de sondages qui sont effectués sur une population générale. Hein, et donc, je pense qu'effectivement, sur une population générale, il faut s'en tenir à ces sondages-là aujourd'hui. Il y a des choses aussi dans l'état de l'art. On voit que ce qu'on peut dire quand même, c'est que la question de la pollution de l'air, sous-entendu extérieur, est beaucoup plus présente aujourd'hui parce que plus médiatisée que celle de la qualité de l'air intérieur. On a une autre question où il est fait mention que la VMC double flux n'est souvent pas possible d'être installée sur une maison ancienne. Et dans ce cas-là, pourquoi dites-vous que l'hygroréglable est discutable d'un point de vue technique? Alors pareil, j'ai répondu un peu tout à l'heure. On a des recherches techniques qui ont été faites, notamment dans le cadre du projet Perfilmine, qui montrent que les débits de ventilation en hygroréglable sont pas forcément suffisants. Après, on n'était pas tant là pour savoir si le système qui équipait les logements étaient les bons ou pas les bons par rapport au contexte extérieur. Donc, et d'ailleurs, on ne faisait pas de mesure de débit, on vérifiait rien en fait dans le logement. C'était vraiment juste une visite avec nos yeux et surtout des explications de l'occupant pour voir comment eux voyaient ce système et quels étaient leurs retours vis-à-vis du système. Oui, finalement, ce qui était intéressant de constater, c'est que pour les habitants, l'hygroréglable était quelque chose qu'ils considéraient comme le top de la technologie sur la qualité de l'air intérieur. Voilà, alors que finalement, on voit bien que c'est la double flux avec le principe de filtration de l'air entrant qui pourrait être considéré comme une technologie plus avancée sur ce sujet-là. On peut prendre juste une dernière question, puisque les autres questions vont être traitées dans la seconde partie. Alors, donc la dernière question concerne l'entretien du système de ventilation. Confirmez-vous qu'il n'existe pas d'obligation réglementaire telle que le ramonage d'un conduit de fumée ou encore l'entretien annuel des chaudières? Non. Alors, à part pour, oui, je confirme, il n'y a pas d'obligation, sauf pour les VMC gaz. Donc, pour la VMC gaz, pour des raisons de sécurité, il y a un entretien. Après, souvent, l'entretien en copropriété, il peut être prévu, le nettoyage des bouches par la maintenance de la copropriété une fois par an. Mais sinon, chez un particulier, non. Mais ça a été, vous allez, je ne vais pas trop en dire parce qu'il y a la suite qui arrive et du coup, justement, on va voir un peu comment on va aborder tous les sujets, et on va reparler justement de ce type de sujet et du nettoyage des bouches, par exemple. On peut poursuivre, je pense. On va poursuivre, effectivement. Donc, cette deuxième partie, on est à peu près au milieu là, de notre webinaire de ce matin. Et donc, on va aborder la deuxième partie du projet. On vous a présenté là plutôt les résultats de recherche. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est que ce projet, il a aussi produit une innovation sociale qui est une démarche d'accompagnement des habitants qu'on a pu expérimenter et donc qui est documentée dans le cadre d'un des rapports produits dans ce projet, mais on a aussi mis à disposition les outils qui nous ont servi à accompagner les habitants. Alors, on va d'abord vous parler des grands principes de cette démarche et de son originalité, puis ensuite on va la décrire
On verra ensuite comment les habitants se sont appropriés cet accompagnement. Et puis, enfin, on verra les effets qu'a eu la démarche sur la gestion de l'air chez eux. Alors, la démarche d'accompagnement qu'on a menée, on la qualifie de relativement inédite sur la qualité de l'air intérieur au regard de l'état de l'art, évidemment, qu'on a réalisé. On a mené une approche expérimentale. On a conçu cette démarche en parallèle de l'approche sociologique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a conçu en amont et qui ensuite n'a pas bougé. Non, on l'a fait évoluer finalement en fonction des résultats des entretiens, dans le cadre d'un véritable travail interdisciplinaire où les sociologues pouvaient bénéficier du regard technique des experts et inversement, on a pu apporter également des choses. Les 3 partis pris qu'on a eu pour construire cette démarche, on les a aussi choisis pour se démarquer de ce qui se faisait habituellement sur la qualité de l'air intérieur, où on a souvent une vision assez normative des comportements, qui est notamment présente dans les guides, mais l'efficacité de ces guides est assez limitée, notamment parce qu'ils plaquent une conception technique de la qualité de l'air, alors que là, nous, on a voulu partir d'une vraie écoute des habitants, et on les a considérés comme des acteurs à part entière de l'amélioration de leur air intérieur. Deuxième parti pris, lié au fait que les démarches existantes sur la qualité de l'air intérieur s'adressent à des publics spécifiques, hein, et notamment tout ce qui est conseillers médicaux en environnement intérieur, conseillers habitat santé, hein, ça s'adresse plutôt à des personnes atteintes de pathologies et c'est sur prescription médicale. Nous, on a voulu travailler sur une démarche ouverte à tout public. Et puis, dernier parti pris, les programmes sur la qualité de l'air intérieur, ils font aujourd'hui une grande place à la mesure des polluants. Donc, on pense évidemment aux campagnes de mesure, mais aussi aux micro-capteurs. Mais il nous semble que dans le cadre d'une démarche de changement de comportement, il y a d'autres leviers qui sont à mobiliser. Et donc, nous, on a choisi de ne pas mettre en place de capteurs. Donc, ce n'est pas un projet de mesure, hein, Claire-Sophie le disait. Nous, on a vraiment voulu miser sur l'accompagnement humain. Et donc, au final, la démarche qu'on a proposée aux ménages, c'est un cadre de réflexivité et d'incitation au changement qui leur permet de se réinterroger sur des routines domestiques pour y intégrer davantage l'objectif d'améliorer la qualité de l'air. Comme c'est de l'expérimentation, on a fait une évaluation de cette démarche en faisant des entretiens bilans avec les 12 ménages qui ont participé, évidemment, à la fin de l'accompagnement. Et donc, vous voyez ce schéma qui récapitule la démarche qui s'est passée en 3 temps. Donc, la visite à domicile d'abord, puis l'expérimentation dans laquelle il y avait le groupe WhatsApp, et puis à la fin, le bilan. Et donc, je vais laisser Claire-Sophie décrire cette démarche qu'elle a animée. Alors, du coup, la démarche d'accompagnement, donc elle se faisait en parallèle parce que finalement, tout l'entretien semi-directif qui était mené par les sociologues faisait partie de la démarche d'accompagnement qui avait pour objectif d'apporter, de comprendre les pratiques et d'apporter aussi des conseils. On est vraiment sur une démarche qui était adaptée aux besoins et aux pratiques des occupants. Qu'est-ce qui a structuré en fait un peu la méthode, la démarche d'accompagnement? Déjà, comme Gaëtan l'expliquait, tous les habitants étaient volontaires pour participer à l'expérimentation puisqu'ils avaient répondu à une sollicitation par rapport à 3 critères, hein. Soit ils avaient utilisé des produits plus respectueux de l'environnement, soit ils avaient emprunté un capteur, soit ils avaient installé un système de ventilation. Donc même si ce n'était pas une volonté dans les choix qu'ils ont faits envers la qualité de l'air intérieur, il y avait quand même
une attitude assez ouverte vis-à-vis de ces sujets-là. Et du coup, ils étaient volontaires et avaient vraiment l'envie d'en apprendre plus sur les questions de qualité de l'air et d'améliorer leurs pratiques. Donc nous, l'objectif, c'était vraiment de leur donner un maximum de contenu, de leur expliquer le contexte, de leur faire comprendre ce qu'étaient les sources de pollution de l'air intérieur pour les amener à réinterroger eux-mêmes leurs pratiques. Et on n'arrivait pas avec toute une liste de choses à faire en leur disant, voilà, si vous voulez de la qualité de l'air intérieur, c'est ça qu'il faut faire. L'objectif, c'était d'abord de les faire parler pour en arriver à s'interroger ensemble à comment améliorer leurs pratiques pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Et comme l'a dit Gaëtan, la mesure de qualité de l'air n'était pas incluse. Ça, c'était un choix dans la structuration de la démarche. Alors, comment est-ce qu'il se passait ces entretiens conseils? C'était quand même assez impliquant hein, pour les occupants parce qu'on restait 2h30 avec eux. Donc, on a rencontré les 12 ménages pendant 2h30. Comment c'était structuré? Donc, il y avait d'abord l'entretien semi-directif, donc avec le sociologue qui était soit Gaëtan, soit Mathilde. Côté médicaux, quand même, pour vous expliquer, je n'ai pas fait les 12 entretiens. On était trois. Donc, c'était aussi intéressant parce qu'on s'est tous mélangés. On a tous été avec. Donc, nous, il y avait Anicia, Marine et moi du côté de médicaux. Et donc, on a fait des entretiens parfois avec Gaëtan, parfois avec Mathilde. Donc, 1 heure d'entretien semi-directif. Ensuite, il y avait une visite commentée du logement pendant une trentaine de minutes où l'occupant passait de pièce en pièce. Et donc, c'est lui qui commentait ce qu'il trouvait plutôt positif pour la qualité de l'air intérieur ou ce qui pouvait avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. Après, on passait à une séance de sensibilisation. Donc, la séance de sensibilisation, elle durait quasiment 1 heure et elle était structurée, on va revenir sur chaque étape, d'abord avec une sensibilisation via un plateau de jeu sur comprendre la qualité de l'air intérieur et les sources de pollution. Et puis ensuite, on passait vraiment à l'accompagnement personnalisé. C'est vraiment une des originalités de la démarche. Accompagnement personnalisé parce que les gens avaient le choix d'actions à mettre en place spécifiques à leur pratique. Ensuite, il y avait une phase, on va dire, d'engagement, où ils marquaient ces différentes actions sur une charte d'engagement. Et puis ensuite, on leur donnait quelques outils pour aller un peu plus loin dans la démarche. Alors d'abord, sur la séance d'écoute, en fait, cette séance d'écoute, elle comprend. Enfin, la séance d'écoute, c'est la séance d'écoute pour nous dans le rôle d'expert QAI. Parce que cette séance d'écoute, en fait, elle dure sur toute la partie de l'entretien semi-directif et la visite du logement, donc pendant 1h30. On ne dit pas rien, mais on est quand même dans une posture d'écoute où on commence déjà à essayer d'écouter quelles sont les pratiques. On écoute l'occupant raconter ses pratiques, raconter aussi toutes ses croyances autour de la qualité de l'air intérieur chez lui. Alors, on peut répondre. En tout cas, on peut poser des questions. On n'apportait pas forcément de réponses, même si de temps en temps, il nous regardait pour avoir des réponses sur des questions qu'il se posait. Ce n'était pas encore le moment. Là, on était vraiment on essaye de creuser au maximum quelles sont ces pratiques. Et pour nous, on récupérait un maximum d'informations pour essayer d'identifier un peu les spécificités de ce ménage, quelles étaient les marges de manœuvre chez lui pour essayer justement d'entamer la phase d'après et de le conseiller sur des actions vraiment adaptées à son ménage. Donc on était pendant 1h30, pendant toute la visite, on n'était pas là pour donner des recommandations, on était vraiment sur une posture d'écoute, voilà globalement sur cette séance d'écoute. Et après, on commençait, juste celle d'avant, ouais. Merci Gaëtan. Après, on commençait vraiment la partie conseil. La partie conseil où là, on passait du mode passif en écoute au mode actif. Et donc, cette partie de conseil, elle commençait d'abord par une séquence, donc par la séquence de sensibilisation qui dure à peu près une trentaine de minutes. Alors, il faut quand même se rappeler que sur les 12 ménages, comme Gaëtan et Mathilde l'ont présenté, on avait quand même des profils assez diversifiés et avec des niveaux de connaissances très hétérogènes. Donc là, l'idée, c'était de les remettre un peu, de leur refaire prendre conscience des enjeux de la qualité de l'air intérieur, notamment parce que autant ils avaient conscience de la qualité de l'air extérieur, que la qualité de l'air extérieur pouvait avoir un impact sur la santé, par contre beaucoup moins sur la qualité de l'air intérieur. Et donc, comment est-ce qu'on faisait? On avait des petites cartes Velleda vierges, et donc plutôt que de leur donner un certain nombre de chiffres à l'oral, on écrivait
pour ce ménage, ce qui nous semblait intéressant. Donc là, je vous ai mis des idées de chiffres qu'on reprenait, mais globalement, on prenait 2-3 idées par personne, hein. Ce n'était pas un cours sur la qualité de l'air intérieur, mais ça pouvait être les re-questionner sur air extérieur, air intérieur, quel est le plus pollué, soit des données plutôt physiologiques, quelle quantité d'air vous inhalez, des données plutôt sanitaires, quelle est la part de la population allergique en France, des données sur le coût de la qualité de l'air intérieur. Et ça, on sélectionnait un peu ces informations en fonction du niveau de connaissance des différents occupants. Ensuite, la partie, on va dire, un peu plus ludique, on s'est beaucoup interrogé parce que l'idée de tout le projet, c'était d'avoir une approche, un accompagnement personnalisé de chaque ménage. Donc, on a un peu regardé ce qui se faisait sur Internet en allant voir toutes les séances de sensibilisation qui s'étaient faites. Alors, on s'est d'abord aperçu qu'il y avait beaucoup de séquences de sensibilisation faites à destination des enfants dans les écoles. Finalement, pour les particuliers, de façon individuelle, on voit des séances de sensibilisation en groupe, mais de façon individuelle, on en a très peu. Donc, on s'est interrogé un peu. On a fait un listing de tous les conseils qui étaient donnés aux particuliers lors de ces séquences. Et puis, comment est-ce que ces conseils étaient transmis et la façon d'aborder la qualité de l'air intérieur et ses sources. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que, après plusieurs échanges, on a recyclé, enfin, on a utilisé un jeu qu'on avait acquis chez Medieco il y a déjà un certain temps. C'est un jeu qui s'appelle Dépollulaire, qui a été créé par une association qui s'appelle OICO, c'est l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, à destination des enfants dans les écoles. Ça fonctionne un peu comme un tabou. C'est-à-dire qu'il y a différentes cartes d'action dessinées, des questions, des vrais-faux. Là, on n'a pas réutilisé l'ensemble du jeu, on a juste utilisé le plateau. Le plateau nous servait vraiment de base pour pouvoir discuter avec l'occupant de la qualité de l'air intérieur. Et vous voyez la photo en bas à droite, Anicia chez un particulier. Donc, on prenait le jeu, on l'installait dans un endroit plutôt convivial. Et donc, on servait de ce plateau de jeu et des pions que vous avez juste en dessous, au-dessus. Ces pions représentent les sources de pollution. Et en fait, l'idée, c'était, à partir de ces sources de pollution, on interrogeait l'occupant, savoir qu'est-ce qu'il reconnaissait comme source de pollution, en tout cas, qu'est-ce qui, pour lui, paraissait évident comme source de pollution, de les repositionner dans les différentes pièces. Et ça nous permettait, en fait, d'aborder de façon structurée toutes les sources de pollution qui pouvaient concerner l'air extérieur et puis ensuite les différentes sources de pollution, qu'elles concernent la conception du logement, qu'elles concernent les activités qu'on pouvait faire à l'intérieur du logement, séchage du linge, produits d'entretien, les différents équipements qu'on pouvait trouver dans le logement. Et on abordait, alors en plus, comme on avait déjà eu 1 heure et demie d'écoute de l'occupant, on pouvait aussi s'arranger pour pas prendre toutes les sources de pollution. Et donc, c'est comme ça qu'on abordait les différentes sources de pollution. Et juste, Gaëtan, si tu peux revenir sur la photo d'avant. Je l'ai mise sur la diapo d'avant, mais Ça va venir. aussi, on était sur quelque chose, c'est un peu ça qui change, de très personnalisé. Non, de l'autre côté, celle d'avant. Pour expliquer aussi, on prenait simplement une feuille, un papier, et puis là, j'expliquais à une personne quelles étaient. On a les sources de pollution, donc ça, c'était avec les différents petits pions qu'on pouvait placer sur le plateau. Mais après, ces sources de pollution, elles émettent différents polluants, et donc on avait aussi des questions sur les différents polluants. Et là, typiquement, par exemple, on a un petit carnet, et donc on explique c'est quoi la qualité de l'air intérieur et les différentes sources de pollution et les polluants, comment est-ce qu'ils se répartissent, quelles sont les catégories de polluants qu'on peut trouver, pour expliquer de façon assez simple aux gens les sources de pollution et les polluants. Donc cette séquence de sensibilisation, en tout cas sources de pollution, on en avait à peu près pour entre le contexte de la qualité de l'air intérieur et les sources de pollution, on en avait à peu près pour une vingtaine de minutes. Et ensuite, on passait, donc tout ça, ça s'enchaînait, hein, on passait à une séquence de mise en action, parce que l'idée quand même de tout l'accompagnement, c'est d'arriver à des conseils pratiques à mettre en place par l'occupant, mais surtout des conseils qui sont adaptés à son mode de vie, à ses pratiques et à son logement. Donc, pendant toute la partie
Quand tout à l'heure, je parlais de séances d'écoute, ces séances d'écoute, elles permettaient en fait de trier un certain nombre de cartes actions. Une fois qu'on avait fait le contexte et les sources de pollution de la qualité de l'air, on leur proposait 10 à 12 cartes actions avec des bonnes pratiques sur la qualité de l'air intérieur. Ces cartes actions, c'est des cartes qu'on a créées spécifiquement donc, pour cet accompagnement, en allant voir un peu, en resimplifiant en fait tous les conseils qu'on pouvait donner pour un particulier à l'intérieur de son logement. On en a créé une quarantaine, donc on avait à chaque fois 40 cartes. Elles étaient classées par couleur. Donc là, vous voyez 4 couleurs. Donc la couleur grise, c'est des rappels généraux. On pouvait avoir des choses sur les équipements, on pouvait avoir des choses sur l'aération dans le logement. On pouvait avoir les rouges, c'était sur la ventilation, typiquement. Et donc, en fonction de ce que l'occupant nous avait raconté, en fonction de la visite dans le logement qu'on avait faite, on sélectionnait 10 à 12 cartes actions qu'on lui présentait. Et donc, l'occupant lisait ces 10 à 12 cartes actions. Et l'objectif pour lui, c'était de réussir à en sélectionner maximum 6. Et donc, de les inscrire, quand il avait sélectionné ces 6 cartes actions, il pouvait les inscrire dans une fiche que vous voyez là juste sur la droite, une sorte de fiche d'engagement où chaque occupant avait ces 6 actions qu'il écrivait à la main. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un peu, je fais la démarche, j'ai choisi et maintenant je l'écris et j'essaye de m'engager dans mon logement. J'aimerais essayer de mettre en place les actions suivantes. Et ensuite, chacun inscrivait les actions qu'il avait envie de mettre en place. Et une fois qu'on avait mis en place ces actions, la dernière partie, c'était de lui expliquer comment est-ce qu'il pouvait aller plus loin. Et donc, on remettait à chaque occupant le petit guide bien ventiler son logement, donc que vous voyez là sur la photo. Et souvent, ce guide, on leur présentait rapidement ce qu'il y avait à l'intérieur. Et comme la ventilation, elle revenait quasiment chez les 12 ménages, le sujet de la ventilation, on reprenait souvent le schéma dans le guide ADEME sur le fonctionnement et ce que j'appelle le chemin de l'air à l'intérieur du logement, où on a des petites flèches rouges et des petites flèches bleues pour où l'air rentre, où l'air sort. Et voilà, on leur expliquait que s'ils avaient des questions, ils pouvaient aller voir dans ce guide et trouver les informations nécessaires pour aller plus loin et aussi tous les sites internet nécessaires. Deuxième partie, donc ça c'était séquence accompagnement. Et à la fin de cette séquence accompagnement, on leur expliquait un peu l'expérimentation qu'ils allaient vivre et qu'on avait imaginé tous ensemble. Et donc, cette expérimentation, elle se passait sur un groupe WhatsApp. L'idée, c'était de créer un groupe interactif, enfin, trouver une solution pour qu'on puisse échanger avec ces 12 ménages, mais de façon interactive et dynamique, et trouver le moyen, un outil facile à mettre en place et qui permette de susciter un intérêt chez les gens qui soit rapide, parce que les blogs qui existaient, il fallait aller sur Internet, aller mettre un mot de passe. Là, WhatsApp, c'est quand même beaucoup plus interactif. Donc, on a fait pendant 4 semaines l'animation du groupe WhatsApp avec différentes sollicitations que les gens recevaient par semaine. Donc, je vais vous les présenter juste après. Et donc, ça, c'est l'équipe Médiéco qui animait ce groupe. Donc, tous les lundis, on avait un « Le saviez-vous » Enfin, tous les lundis, au final, ça fait 4 lundis. Le saviez-vous? Donc là, c'était plutôt tous les lundis matin, une information. Donc là, on retrouve une information sur l'eau de Javel. Donc concrètement, on ne s'amusait pas à retaper tous les lundis matins. On avait tout préparé sur PowerPoint. On avait rendu nos diapositives comme en mode photo. Et donc, on avait juste à partager à chaque fois qu'on voulait interagir avec les gens une photo. Donc là, vous aviez un « Le saviez-vous » Le mercredi, on avait un quiz. Alors, ça pouvait être un vrai-faux, ça pouvait être des jeux sur les photos. Donc là, vous aviez un vrai-faux, par exemple, sur mes plantes vertes participent-elles à purifier l'air de mon logement? Donc, les gens, parce que l'avantage de WhatsApp, c'est qu'on avait différents systèmes. Donc, les gens répondaient vrai ou faux avec un pouce levé ou un pouce baissé. Et puis ensuite, le week-end, c'était un peu plus impliquant. On avait le défi du week-end. Donc là, typiquement, je crois que c'était le premier week-end, on faisait un petit défi sur nettoyer vos entrées d'air. Donc quand on parlait tout à l'heure de l'entretien des systèmes, là, typiquement, les gens prenaient une photo de leur avant, nettoyaient leur bouche d'entrée d'air ou leur bouche d'extraction et prenaient une photo de leur après. Et donc, vous voyez, chacun, donc les 12 ménages, on avait une personne par ménage qui participait et donc chacun nous renvoyait son petit avant-après. Voilà, merci Claire-Sophie pour cette description détaillée des modalités d'accompagnement finalement des 12 ménages.
Je vais présenter maintenant le résultat des entretiens bilan. D'abord, la manière dont les ménages se sont appropriés la démarche qu'on leur a proposée, puis quels effets concrets ça a eu sur eux. Donc, comment est-ce qu'ils ont vécu l'accompagnement? Donc, clairement, pour eux, la visite conseil à domicile, ça a été considéré comme le cœur de l'accompagnement. C'est notamment la présence d'une experte chez soi qui est le temps fort de cet accompagnement, parce qu'il va favoriser le passage à l'acte grâce à des conseils très personnalisés, des conseils aussi très concrets, et puis à fort impact émotionnel parce qu'ils se déroulent dans le chez-soi. La visite, elle a enclenché 2 processus qui sont un peu les principes actifs du changement. D'une part, un processus d'apprentissage qui va surtout passer par la figure de l'experte, plus que par le dispositif qu'on leur a proposé. Parfois, ils n'en avaient pas souvenir, même si, quand on leur rappelait, l'aspect ludique avait été apprécié effectivement. Et puis le deuxième processus, c'est ce processus d'engagement vers l'action qui se nourrissait à la fois des encouragements des expertes, mais aussi de l'enchaînement qu'a décrit Claire-Sophie, choix des cartes, écriture manuscrite de la fiche action. On prenait aussi en photo les ménages, et ça fonctionnait comme un acte préparatoire au changement. Du côté du groupe WhatsApp, on voit que ça a été une brique complémentaire, mais pas autosuffisante en termes de changement de comportement. Pourtant, le groupe a été bien approprié. Sur les 12 ménages, il y en avait 9 qui utilisaient WhatsApp déjà régulièrement et pour qui, du coup, c'était assez dynamique. Pour trois ménages, c'était plutôt vécu comme une contrainte. Et en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que ce groupe WhatsApp, il a rempli pour eux une fonction d'entraînement dans l'action. Premièrement, en donnant des piqûres de rappel sur un certain nombre de savoirs qui avaient été transmis pendant la visite conseil. Une fonction d'entraînement aussi par le partage d'expériences entre les ménages, ce qui avait lieu sur le groupe et qui était facilité par un semi-anonymat. Et puis, très important aussi, le sentiment de faire partie d'un groupe d'initiés sur lequel la qualité de l'air intérieur devient une norme. Et ça devient normal, finalement, de faire attention à cette qualité de l'air intérieur. Et donc, ça a pu tirer les profanes vers le haut. Mais quelques limites quand même sur ce groupe. D'abord, un fonctionnement qui, au final, a été principalement descendant. Et puis, le WhatsApp, ce n'est pas quelque chose qui permet d'aborder des sujets complexes comme les travaux notamment. Et on a noté que la plupart des changements liés à cette démarche d'accompagnement avaient été effectués avant le démarrage du groupe WhatsApp, puisque ce groupe il a duré 1 mois, mais sur une période d'expérimentation qui était de 3 mois. Alors, toujours dans l'appropriation de la démarche, on peut regarder ce que ça veut dire en pratique de conseiller les particuliers sur la qualité de l'air intérieur, d'abord du côté des expertes, et puis ensuite, on verra du côté des habitants. Du côté des experts, ce qui a été très intéressant, et ça s'est senti déjà dans ce qu'expliquait Claire-Sophie, c'est ce qui s'est joué autour de la posture. Alors, j'ai mis le terme d'expert entre guillemets, parce que, en fait, c'est les habitants qui leur ont attribué ce statut-là. Au départ, les 3 expertes ne se sentaient pas forcément expertes au sens plein du terme vis-à-vis des habitants, mais on voit aussi qu'elles ont adopté une posture d'expertise qui n'est pas celle du sachant, parce que notamment, elles ont commencé par l'écoute. Il y a eu aussi l'idée d'encourager les ménages sur leurs bonnes pratiques plutôt que de se focaliser sur leurs erreurs, de s'adapter également à leur profil, c'est-à-dire à ce qui intéressait les ménages, certains plutôt l'hygiène, d'autres plutôt les travaux, puis à leurs moyens, certains étaient propriétaires, d'autres locataires, il y a la question du budget aussi. Là, aussi dans la posture, le fait de prendre de la liberté par rapport au protocole de conseil quand il y avait un problème à élucider avec l'habitant, je pense à une petite fille qui toussait, notamment, voilà, il y a eu pas mal d'échanges autour de ça. Le fait de parler en tant qu'habitante, et donc pas seulement en tant que professionnel, de dire voilà, moi chez moi je fais comme ça, donc ça permet une identification. Et puis aussi de rendre autonomes les ménages, notamment en leur montrant, en leur faisant la démonstration de tests de débit, par exemple, de ventilation avec une simple feuille de papier toilette, ou là, vous voyez sur la photo un test d'étanchéité du poêle. Du côté des habitants,
on a fait l'analyse du choix des cartes bonnes pratiques. Donc Claire-Sophie expliquait qu'on leur proposait des cartes bonnes pratiques et eux en choisissaient 6. Et donc cette analyse-là, elle a abouti à 4 grands constats. D'une part, les habitants n'adhèrent pas systématiquement aux priorités affichées par l'experte en matière de qualité de l'air intérieur. Il y avait tout un jeu de reformulation des cartes qui était fait. Ensuite, ils s'inscrivent dans une logique de petits pas. Ils vont plutôt éliminer les cartes qui n'entrent pas dans le délai de l'expérimentation, qui sont trop complexes techniquement ou trop chères à mettre en place. Et puis, on a aussi une élimination sur des points durs un peu non négociables, par exemple des personnes qui sont très attachées aux huiles essentielles. Autre constat, c'est que certes, les habitants adoptent de nouvelles pratiques, mais ils vont aussi travailler sur des pratiques déjà en cours ou déjà initiées, qui vont renforcer ou dont ils vont faire évoluer les modalités. Ça va parfois aussi relancer un certain nombre de décisions qui avaient été mises de côté. Et puis enfin, une volonté d'utiliser la démarche d'accompagnement pour amorcer des échanges avec d'autres personnes sur la qualité de l'air intérieur. Et ça, je vais revenir dessus. Alors, quels effets l'accompagnement a-t-il eu sur les habitants? Quels changements effectifs on a pu constater? Alors d'abord, une remarque, l'ampleur des changements, l'ampleur des effets varie beaucoup selon les profils. Et là, je vais reprendre un peu la matrice qu'on vous a proposée à la fin de l'ethno. C'est chez les profanes que la démarche a vraiment eu l'impact le plus profond. Et notamment, il a provoqué une prise de conscience de la nocivité de certaines pratiques qui a conduit à un abandon. Donc, je pense par exemple aux bougies parfumées. Ces profanes, ils pouvaient être vraiment dans une logique de bon élève et chercher à appliquer systématiquement l'intégralité des conseils qui leur avaient été donnés. Et dans les entretiens bilan, voilà, ils ressortaient la fiche, ils cochaient un petit peu les cases en disant voilà, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Chez les initiés, on voit que la démarche a pu renforcer une dynamique déjà amorcée, mais qu'on est toujours sur des compromis entre bonnes pratiques et puis pratiques nocives auxquelles ils peuvent rester attachés, avec quand même un déplacement de curseur du côté des bonnes pratiques. Je pense à l'exemple de la cheminée. Voilà, ceux qui l'utilisaient à la fois pour des questions thermiques et récréatives ont abandonné l'usage thermique et du coup utilisent moins souvent leur cheminée. Et puis enfin, les renseignés, donc les plus experts sur le sujet, paradoxalement, peut-être c'est ceux qui ont effectué le moins de changements dans le cadre de la démarche qu'on leur a proposée. Certains étaient même un peu embêtés lors de l'entretien bilan à nous dire non, finalement, on n'a pas fait grand-chose. D'abord parce qu'ils avaient déjà pas mal de bonnes habitudes installées, peut-être mis à part la question de la javel, mais surtout parce que leur marge de manœuvre se situait surtout sur des travaux. Et donc là, le timing des 3 mois de l'expérimentation était trop court finalement pour enregistrer ces changements-là. Par contre, il faut noter que c'est vraiment ces renseignés qui ont envisagé le plus d'actions d'influence de leur entourage sur la qualité de l'air intérieur. Deuxième point sur les effets, la démarche d'accompagnement, elle a enrichi la culture de la qualité de l'air intérieur chez les ménages. Alors à 3 niveaux. Premier niveau, elle sort les habitants d'une forme de déni, de ce qu'on a appelé un déni ordinaire de ce sujet, en les rendant plus attentifs à la qualité de l'air intérieur parce qu'ils font mieux le lien avec des enjeux qui préexistaient pour eux, et notamment en matière de santé. Alors, quand il y a un bébé ou un très jeune enfant, certains étaient déjà dans des changements, notamment de leur alimentation pour préserver leur santé. Donc, on va en plus faire attention à la qualité de l'air intérieur. Voilà. Deuxième effet sur les représentations, c'est que, comme certains disent, ça leur a ouvert les yeux ou ça a élargi le champ des actions possibles en matière de qualité de l'air intérieur. Auparavant, ils voyaient seulement l'aération comme un geste bénéfique à la qualité de l'air intérieur. Là, ils ont pu mieux identifier le rôle de produits comme les produits ménagers ou la peinture, et puis évidemment le rôle du bon fonctionnement de la ventilation et donc de son entretien. Autre élément, plein d'apprentissages concrets, immédiatement actionnables.
donc ce qu'on peut appeler des quick wins, hein, donc des actions faciles à mettre en place et à effet rapide, et puis souvent une meilleure compétence aussi à détecter les signes de dégradation de la qualité de l'air intérieur. Du côté des changements dans les pratiques maintenant, 4 catégories de changements qui proviennent toujours d'un apprentissage issu de l'accompagnement et dont la mise en œuvre concrète va se heurter à des contraintes et donc les habitants vont trouver des tactiques. Première catégorie, l'intensification d'une bonne habitude qui préexistait. Et donc là, typiquement, c'est l'aération avec une deuxième ouverture de fenêtre, souvent le soir. Et le levier qui va permettre ça, c'est la ritualisation. Hein, c'est-à-dire, on va associer cette nouvelle pratique à un moment particulier, donc par exemple en rentrant du travail, après le repas. Deuxième catégorie de changement de pratique, le détachement d'une pratique nocive. Donc on pense au tabac en intérieur, mais plus courant aujourd'hui, l'arrêt des parfums d'intérieur. Et donc là, la contrainte, ça va être le fait d'avoir un stock chez soi qu'on va vouloir finir, et puis parfois un compromis à faire, hein, je le disais tout à l'heure en répondant à une question, parce qu'on peut être attaché très fortement à ces produits d'ambiance. Troisième catégorie de pratique, c'est l'acquisition de nouveaux produits. Alors ça peut être aussi la non-acquisition. Hein, donc là, je pense aux purificateurs d'air, puisque 2 habitants avaient vraiment l'intention d'en acheter un dans les mois à venir et ont renoncé à cet achat suite à des conseils. Et puis, on a un équipement aussi qui a été régulièrement conseillé, qui est le nettoyeur vapeur, qui permet de se passer de certains produits ménagers. Et donc là, plusieurs habitants y pensent sérieusement, mais il y a la question du budget et puis du temps de recherche. Enfin, dernière catégorie de changement de pratique, améliorer sa ventilation. Et donc là, on voit que l'accompagnement a conduit beaucoup de ménages à ouvrir la boîte noire de la ventilation via un nettoyage approfondi, mais ils ont difficilement pu aller plus loin parce que finalement, c'est difficile de faire intervenir un professionnel et ça reste complexe de faire soi-même. Donc là, vous voyez sur la photo une grille d'entrée d'air qui a été installée par un des habitants suite à la démarche d'accompagnement. Alors, dernier aspect dans les effets, c'est comment l'accompagnement a déclenché des échanges autour de la qualité de l'air intérieur. D'abord, au sein des foyers, on avait des conversations dans le couple à ce sujet. Souvent, il y a des controverses qui préexistent au sujet de l'air intérieur, de la durée d'aération, de la tension avec les économies d'énergie, le confort. Là, les ménages ont pu aborder ce sujet-là de manière, sans forcément l'aborder par le conflit. Alors, on voit que la démarche a pu permettre un alignement des pratiques au sein du couple, et notamment quand le couple a participé ensemble à la visite conseil, ce qui n'était pas toujours le cas. Ensuite, des échanges avec l'entourage, parce que finalement, participer à une démarche comme ça originale, ça fournit à la fois une occasion et une légitimité au ménage pour parler de qualité de l'air intérieur avec son entourage. Du coup, ce qu'on voit, c'est une certaine diffusion sociale des conseils qui ont pu être donnés par les expertes. Alors, sous condition, on en parle plutôt chez soi que quand on est chez les autres. Et puis, on va en parler à des personnes qu'on considère déjà réceptives sur le sujet et pas trop récalcitrantes. Et puis, ce qu'on a vu d'assez intéressant, c'est aussi des débuts d'action collective, notamment vis-à-vis d'un bailleur social ou vis-à-vis d'un employeur, quand les ménages constataient des problèmes de qualité de l'air. Sur les professionnels, on voit que l'accompagnement n'a pas véritablement enclenché d'interactions nouvelles avec des professionnels, parce qu'en fait, les habitants ne savent pas vers qui se tourner sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Ils n'identifient pas un véritable interlocuteur de référence aujourd'hui. Alors, pour conclure sur cette analyse de notre démarche d'accompagnement, et avant de passer aux questions, en rebond là, sur ce dernier point de difficulté finalement à identifier un interlocuteur sur la QAI,
Ce qu'on voulait dire, c'est que cette démarche qu'on a développée, qui reste voilà, expérimentale, avec des ménages volontaires, un petit nombre de ménages, il nous semble que ça peut être une source d'inspiration pour les professionnels, qu'elle pourrait être réappropriée. Et c'est dans ce sens-là qu'on a aussi mis en open source les outils qu'on a utilisés. Voilà, et je pense en particulier à des professionnels qui sont déjà qui interviennent déjà auprès d'habitants, donc les CMEI, bien sûr, les conseillers en environnement intérieur, mais pourquoi pas aussi les conseillers France Rénov qui interviennent dans le cadre des rénovations, les magasins de bricolage également, les travailleurs sociaux hein, qui conseillent aussi des ménages et parfois se rendent chez eux, et puis évidemment les professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Et donc on espère voilà, que ces résultats vont pouvoir circuler et inspirer de nouveaux services, pourquoi pas, vis-à-vis des ménages, dans lesquels on pourrait distinguer un peu deux niveaux. Hein, c'est un niveau de parcours d'initiation, finalement, pour des ménages profanes, et qui là serait plutôt, où l'accompagnement serait peut-être plus à orienter sur les habitudes quotidiennes. Et puis un deuxième type de service qui serait plus de l'ordre du coaching autour des travaux ou de l'amélioration de la ventilation, hein, voilà, qui demande là une approche plus dans le temps. Voilà ce qu'on avait à vous présenter, et donc peut-être qu'on peut prendre des questions. Alors, une question sur les cartes de jeu Claire-Sophie, ce sont pas vous qui les avez créées. La question, c'est est-ce que c'est vous qui les avez créées? Ouais, Cartes elles de ont jeu. été créées spécifiquement pour l'étude, mais de toute façon, elles sont toutes disponibles dans les livrables publiés sur les sites internet. Après, elles sont pas nouvelles, hein, c'est des choses reprises de tout ce qu'on a pu voir, de nos expériences, et des choses aussi faisables. Parce qu'on reste chez le particulier, avec des situations différentes, donc elles essayent de balayer un peu tous les sujets, pour pouvoir proposer un minimum d'actions à chacun. Alors là, il y a une question, mais vous avez répondu en partie. Est-ce que l'impact des tapis, peluches, etc., et retardateurs de flammes et autres réjouissances sont identifiés par les utilisateurs? Non. Enfin, le tapis, oui, pour la poussière, mais autant les retardateurs de flammes, quasiment pas. Enfin, d'ailleurs, les gens font pas le lien entre retardateurs de flammes et qualité de l'air intérieur. Non, et les tapis, je confirme que effectivement, c'était pas forcément, le lien n'était pas forcément fait. Et ça peut permettre d'aborder la dimension de l'allergie, voilà, où effectivement un certain nombre de personnes avaient des symptômes allergiques, comme de plus en plus de monde aujourd'hui, mais ne faisaient pas naturellement le lien avec ce sujet de la qualité de l'air intérieur. Alors, il y a une personne qui souhaite revoir la page 1 des effets de l'accompagnement. Avec grand plaisir. Il y avait une autre question sur la répartition géographique des ménages interrogés. Alors, la répartition géographique, on avait des ménages en Île-de-France et des ménages en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ça, c'était surtout pour des questions pratiques par rapport aux endroits où on se situe. Mais peut-être ce qui est plus important à dire, c'est qu'on a fait varier l'environnement urbain. Donc on avait des ménages en centre-ville, on avait des ménages en périphérie et on avait des ménages en milieu rural. Voilà. Et donc avec l'hypothèse qu'on avait au départ qui était que sur l'ouverture des fenêtres et sur le rapport qualité de l'air intérieur et pollution extérieure, voilà, ça pouvait avoir des effets. Donc, ça répond un peu à la question s'il y avait la possibilité de les réunir physiquement pour renforcer la dynamique de groupe. Bon, c'était un peu compliqué vu qu'on avait deux régions. Alors, ça a été dans les améliorations possibles de la démarche là qu'on n'a pas détaillé, ça a été suggéré par un des occupants, enfin un des habitants, mais tout en pointant aussi la problématique de la disponibilité, des agendas, etc.
Et du coup, oui, on avait fait avec Claire-Sophie, on avait eu cette volonté de les réunir sur WhatsApp, voilà, parce qu'on savait que c'était un moyen finalement assez facile voilà, de les faire communiquer entre eux, même s'il manquait peut-être une dimension d'animation sur le groupe. Voilà, si on devait le refaire, peut-être on ajouterait plus d'animation. En fait, les attentes sont différentes entre profanes, initiés et renseignés. Et du coup, sur un groupe commun, on sent que les renseignés, ils ont envie d'aller plus loin, ils veulent des chiffres, ils veulent des trucs ultra concrets. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, donc il faut réussir à donner à lancer des choses sur le groupe WhatsApp, mais qui s'adressent au plus grand nombre. Si je peux compléter, parce que ça va être vraiment dans la lignée de ce que vient de dire Claire-Sophie. Donc l'échantillon était trop dispersé pour les réunir physiquement. C'est quelque chose qu'on a pu faire sur une autre recherche, de rassembler un groupe, ensuite avoir un groupe type WhatsApp fermé, et puis les réunir ensuite. Ça donne des dynamiques effectivement plus fortes, sous réserve que, comme vient de le dire Claire-Sophie, il y ait une homogénéité sociale ou une homogénéité de préoccupation dans le groupe. Alors, il y a une demande de précision sur l'articulation entre les visites conseils et les visites initiales de l'enquête. C'est la même. Ouais. Donc en fait, ce qu'on peut préciser, donc on a fait qu'une seule visite chez les ménages de 2h30 et où on y allait à 2 avec un sociologue et un expert qualité de l'air. Pour mesurer un sorte d'état avant, pendant toute la première partie de cette visite, c'est-à-dire en gros 1h30, grosso modo, on va dire l'experte n'intervenait pas, ou à minima, et en tout cas ne donnait aucun conseil ou n'évaluait absolument pas les pratiques du ménage. Donc c'était vraiment le temps consacré à l'analyse sociologique, où on questionnait les habitants et où on faisait la visite avec eux. Et c'est seulement dans un second temps qu'on entamait les séquences d'accompagnement. Donc là, c'était l'experte qui prenait la main, mais il y a bien une seule visite chez les ménages. Alors, une question sur l'état des habitations que vous avez enquêtées. Avez-vous constaté beaucoup de problèmes d'humidité et pu orienter, conseiller vers des solutions des interlocuteurs? La personne pense aux problématiques de chauffage inadapté ou de remontée capillaire ou de murs froids. Je pense qu'on parle en termes de moisissure. Pas Il y tant a- que ça. Oui, bah, il y a eu effectivement chez certains ménages, il y avait des problématiques d'humidité. On a eu aussi un ménage chez qui le chauffage était en panne. Voilà, d'ailleurs, j'ai attrapé froid à cette occasion. Mais non, mais ce qu'on peut dire, c'est que, parce que là, ce qui est derrière la question, c'est le sujet de la précarité énergétique finalement. Et donc, nous, on avait fait le choix justement d'être dans une démarche un peu tout public et donc de ne pas spécifiquement se focaliser sur des ménages en précarité énergétique, alors même on sait que le sujet de la qualité de l'air est particulièrement criant sur ces profils-là, mais nous, on avait fait le choix d'être plus tout public. Et donc, on n'a pas rencontré de problème spécifique là-dessus. On a eu un cas de copropriétaire qui avait des grosses moisissures aux abords de ces menuiseries de fenêtres. Et en fait, c'était un des copropriétaires qui justement bouchait ses entrées d'air et ses extraits, enfin, ses bouches d'extraction, parce qu'il trouvait que sa ventilation était trop bruyante et qu'il estimait que de toute façon, ces menuiseries étaient déperditives et donc elles ventilaient suffisamment. Et donc là, c'était avec une des autres expertes et donc elle lui a rappelé effectivement l'intérêt la fonctionnalité de la ventilation et suite à ça, il a réalisé à quel point l'humidité dans son logement était à l'origine de ces moisissures et il a même gratté les moisissures après notre intervention.
Alors, plutôt une suggestion, une solution pour faire passer les messages très tôt sur la qualité de l'air intérieur ne serait-elle pas d'intervenir dans les écoles auprès des enfants? Mais bon, c'est un peu plus large là, comme question. Si, non, mais tout à fait. C'est déjà fait en partie, Claire-Sophie, tu évoquais le fait que le jeu était utilisé dans les écoles, je crois. Le jeu, puis plein d'autres choses, tout ce qu'on a trouvé sur les actions de sensibilisation, les outils en fait, si on vraiment parle d'outils, parce que finalement là, ce sont des outils qui ont été qui ont été créés. Souvent, ils sont quand même à destination des enfants et très utilisés dans les écoles. Et on manquait d'outils, à part, il y a certains outils en ligne qui existent, des jeux où vous chassez les sources de pollution sur des sites internet dans votre logement. Mais en outils physiques, il n'en existait pas beaucoup. Donc oui. Mais après, de façon plus globale, effectivement, comme sur d'autres sujets, c'est par les enfants qu'il faut commencer, mais ce n'était pas l'objet du projet. Une autre question, considérant les impacts potentiels de certains produits ménagers sur la qualité de l'air intérieur, pensez-vous qu'il serait bénéfique d'introduire un système d'étiquetage similaire au Nutri-Score pour les aliments qui informerait les consommateurs sur les risques environnementaux sanitaires des produits qu'ils utilisent dans leur foyer? Pour moi, on est sur 2 sujets. Il y a le sujet de la connaissance de la toxicité de quelque chose et ensuite la façon d'agir. Et on se rend compte que les étiquettes Nutri-Score, enfin, si on prend les produits d'entretien, il y a des informations sur les produits d'entretien. Sauf que comme on n'a jamais expliqué aux gens ce que ça signifiait et comment les utiliser, on se rend compte qu'ils ont beau exister, qu'il y a une notion d'acculturation et de sensibilisation amont qui est essentielle. Et c'est là qu'il y a une réelle efficacité dans l'accompagnement, c'est qu'on était chez eux, dans leur placard, et que les étiquettes qu'ils avaient déjà sous les yeux, en fait, on leur expliquait ce que ça signifiait. Et ensuite, on a pu voir que derrière, ça pouvait avoir des actions quand ils étaient dans le magasin en train de choisir leurs produits. Mais il fallait la compréhension des outils, des étiquettes qu'on leur met à disposition. Et puis je compléterai en disant qu'il y a d'une part la composition et d'autre part l'émission dans la qualité de l'air. Et des études montrent que parfois on voit des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans la qualité de l'air, mais il y a d'autres produits de formation. Donc, in fine, il faudrait peut-être 2 étiquettes, des étiquettes en termes de composition, une étiquette en termes d'émission dans la qualité de l'air intérieur. Je sais pas, Alors, Denis. juste, pardon, excuse-moi, Swed, c'est l'instant auto-promo côté Leroy Merlin, puisque le Leroy Merlin a initié ce qui a été appelé un Home Index. Donc, vous le trouvez désormais en magasin. Il y a une étiquette sur les qualités environnementales des produits vendus chez Leroy Merlin, évidemment calquée sur les étiquettes existantes. Voilà. Fin de l'auto-promo. Et puis on a remarqué aussi quand même une évolution des pratiques avec le scan des produits. Donc ça, c'est effectivement plus sur la composition, mais c'est plus sur des produits d'alimentation, mais certains participants pouvaient parler du fait qu'ils commençaient à scanner finalement les produits d'entretien pour voir leur degré de polluant, quoi. Je réagis à une question qui a été chez Pratico-Pratique. Là, ils sont en train de développer un outil de sensibilisation grand public avec une idée de post-it collée dans les logements par l'agent immobilier. Au début, quand on a préparé la visite des logements avec les occupants, on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée d'avoir des pastilles rouges et des pastilles vertes et que l'occupant dise en fait ce qu'il pense plutôt bon et plutôt moins bon. Puis au final, on est revenu en arrière de cette idée. À la fois parce qu'on était déjà dans, enfin, tu vas compléter Gaëtan, mais il y avait une question aussi déjà de jugement des pratiques, le côté aussi anxiogène, et le fait de devoir forcément, plutôt que de raconter quelque chose, de devoir l'évaluer. Et donc on est revenu, on n'a pas gardé la notion des petites étiquettes rouges et vertes. Ouais, non, mais t'as tout dit. Puis il y avait déjà beaucoup de choses dans notre démarche, donc ça serait intervenu en plus et peut-être en trop dans le cadre de cette démarche-là. Il reste 5 minutes. Alors, je veux bien, si on a à peu près fait le tour, je crois, des questions, peut-être un commentaire un peu général pour partager les compliments qu'on a eu l'occasion de faire à l'équipe de recherche, qui a une dimension idéale pour moi dans cette démarche d'accompagnement. Alors, dans les deux sens de idéal. Idéal au sens où on
on arrive à un niveau d'accompagnement très très fort et on ne peut sans doute pas le reproduire à l'identique de manière plus massive, évidemment, mais il y a beaucoup de choses à en retenir sur l'engagement des participants. Je fais une petite synthèse très très rapide, mais la posture d'écoute, puis la mise en route du jeu. Je suis plutôt sceptique, moi, sur ce qu'on appelle la ludification. Là, on a vraiment la mise en route d'une forme jeu de société, mais qui ne bêtifie pas. Et derrière ça, il y a le choix parmi des actions. Les gens choisissent leur manière de se mettre en mouvement. Donc, ils ont vraiment une marge de manœuvre pour faire. Et puis, c'est sans doute symbolique, mais fort. J'ai choisi mes actions, je signe un document pour m'engager à les mettre en route. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses très fortes à retenir de cette démarche et à adapter évidemment à toutes sortes de contextes, y compris, comme ça a été cité, en magasin, pourquoi pas. Et peut-être juste de manière conclusive avec l'équipe de recherche, c'était inédit cette forme pour nous et je crois aussi pour vous, c'est-à-dire l'alliance entre les sociologues et puis les experts de la synthèse dans le bâtiment, parce que Medico travaille plutôt avec les professionnels et pas directement avec des habitants. Qu'est-ce que vous avez appris à travailler ensemble? En quoi ça vous a fait bouger dans vos manières de travailler, d'analyser un terrain et d'en tirer des choses pour l'avenir? Moi, je vais commencer parce que ça va être assez rapide, mais globalement, ça m'a appris à écouter les gens parce que, en fait, quand on travaille sur ces sujets plutôt avec une vision de bureau d'études, on a on pense savoir à la place des gens, on connaît les bonnes pratiques, mais on s'imagine déjà ce que les gens vont répondre, ce qu'ils font, etc. Et donc d'assister aussi à toutes ces, on était en posture un peu plus passive pendant 1 heure et demie et d'écouter la façon d'interroger les gens pour aller chercher de l'information sans la suggérer. Nous, l'approche sociologique, c'est pas quelque chose on avait déjà travaillé avec quelques sociologues, mais pas de façon aussi étroite. Et du coup, c'est vraiment ça a été aussi une découverte sur les techniques de sociologie et c'était assez intéressant pour faire passer les messages. Oui, bah moi, si je peux m'exprimer là-dessus, déjà, les apprentissages, c'est des apprentissages techniques pour nous, parce que finalement, on n'y connaissait pas grand-chose à la qualité de l'air intérieur. Et on a appris avec des expertes, mais aussi avec les habitants, en écoutant les expertes conseiller les habitants et vulgariser. Donc ça, c'était très intéressant. Ce projet, ça a été aussi l'occasion pour moi de sortir d'une posture, on va dire, du sociologue observateur pour être plus dans une posture de conception de l'accompagnement, hein, on l'a réfléchi ensemble avec Claire-Sophie et son équipe. Et notamment, j'ai pu réinvestir tout ce que j'ai appris de l'analyse des démarches d'accompagnement sur les économies d'énergie. Hein. Il y en a eu de nombreuses menées ces dernières années. Et donc, ça m'a servi d'input finalement pour cette démarche-là. Et puis peut-être pour terminer, pour dire que ouais, ça a vraiment été un travail en interdisciplinarité réelle, parce que finalement, les frontières étaient floues en fait dans nos rôles. Et voilà, les expertes, elles ont pu à certains moments faire des relances dans les entretiens ou surtout dans les visites de logement, et ça a été très riche. Et puis même dans la manière dont on a ensuite animé le groupe WhatsApp, tout ça, c'était pas fixé dans le marbre à l'avance, il y avait une certaine souplesse et ça nous a vraiment permis de nous enrichir mutuellement. On s'est pris au jeu. Oui, oui. Alors vous êtes pris au jeu, mais c'était pas qu'un jeu. Hein. On peut dire pour tous les gens qui sont avec nous ce matin que ça a été une formidable quantité de travail. Parce qu'une fois qu'on le présente, c'est formidablement simple. L'écoute, le jeu, la mise en route. Il y a beaucoup de travail amont. Animer un groupe WhatsApp, c'est beaucoup de temps si on veut que ce soit vivant et utile. Donc, merci encore. Peut-être on va conclure avec Souad. Hein. C'était comme une première étape pour évangéliser, pardon pour le terme, mais faire circuler ce travail auprès des réseaux professionnels, institutionnels. Nous, on va se retourner vers notre interne, mais on va aussi se mettre à la disposition avec vous d'abord, l'équipe de recherche, pour continuer à faire savoir, intervenir
et partager les résultats de cette recherche. Donc, merci encore à vous, puis à tous ceux qui ont été très présents ce matin. On voit que le nombre de participants a pas bougé, donc les gens, ou très peu, les gens sont restés longuement avec nous, donc tant mieux. Merci, à bientôt pour suivre. Puis je laisse Swad peut-être pour... Oui, je m'associe à tes remerciements, aux remerciements de, voilà, pour cette belle étude. Et puis voilà, nous aussi, on va l'utiliser, hein, je pense à la rénovation, à la massification de la rénovation en site occupé. Donc, je pense que ça peut être très utile, entre autres pour les habitants. Donc, il y a une réflexion sur ce sujet à mener grâce à ce beau projet. Voilà, puis dernière chose, hein, il y a eu un enregistrement Oui. de Donc, Solidaire. Olivia, oui, tu On peux a aussi nous beaucoup de gens qui n'étaient pas disponibles. confirmer qu'il y a bien un enregistrement, je crois que tu l'as précisé, Oui, et on oui, enverra le lien en replay. tout à fait. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. À Bonne bientôt. journée. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne journée.